me five. Dans ce podcast, nous allons vous présenter une liste de 5 items chacun, ayant un leitmotiv commun et présent à la fois dans les médias cinématographiques et vidéoludiques. Puis, nous listerons ces éléments afin d'établir un classement non exhaustif, subjectif, mais honnête. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans Give Me 5. Give me five. Et bonjour à tous et bonjour à toutes, ici Mathieu Et Franck, et bienvenue pour le 9e épisode de Give Me 5. Bon, je dis ça à chaque fois. Du coup, normalement, si tout va bien selon les plannings, on devrait être le 3 février 2021 déjà. Et du coup, le 9e épisode est consacré au duo donc, et leur représentation au sein du cinéma et des jeux vidéo. Franck, comment te sens-tu aujourd'hui en ce 3 février 2021 ? alors écoute, en ce 3 février qui pour nous du coup n'est pas du tout le 3 février parce qu'on est plutôt bon sur nos plannings cette année. Écoute, ça va plutôt bien, je suis impatient d'enregistrer, je sais pas si je suis assez prêt pour enregistrer parce que mes recherches ont été fructueuses et organisées. Ouais, pas très organisées, mais on va Comme voir. d'habitude. Voilà, comme d'habitude, c'est ça, c'est ma technique de travail. J'ai marqué 3 notes sur un pauvre bout de papier et après je vais essayer de débattre là-dessus, de me débrouiller avec ça pendant 1 heure. La technique des grands Voilà. maîtres. Et toi, comment te sens-tu ? Moi, ça va. Je pense que ça devrait aller. Au niveau des duos, ça devrait aller. Après, j'ai pas poussé des recherches sur des trucs trop obscurs parce que j'ai pas trop eu le temps et la force. Normalement, je rentre dans le sujet, les clous du sujet. Et pour une fois, on en a un peu parlé avant. Alors, on s'est pas dit de quels allaient être nos duos, mais on a un peu parlé avant pour préparer l'émission. On s'améliore avec les années. Oui. Alors, moi aussi, j'ai un duo un peu obscur. Après, c'est plutôt des duos ultra connus. Voilà. Mais l'idée, c'est de voir, pour moi, sur la réflexion sur les duos, là, pour rentrer un peu dans le sujet et faire une présentation globale sur moi, ma manière de réfléchir. Oui. Du coup, déjà, je voulais parler des duos sans forcément que ce soit des couples. Oui. Voilà, que ce soit forcément des choses romantiques. Alors, il y aura peut-être des choses où c'est lié, mais c'est pas forcément le... Oui, ça peut être des collègues l'axe de travail principal. Ou des chemins qui se croisent à un moment. C'est ça, voilà, qui soient forcés ou qui soient par hasard ou voulus parfois. ou qu'ils aient choisi en fait, voilà, ou voulu parfois, avec des groupes un peu. Il y en a un, je pense, qui est un peu plus obscur que les autres, mais après voilà, ça permet aussi de voir comment. Je vais essayer de parler de ça, de la mécanique des duos, comment elle fonctionne en interne, et puis qu'est-ce qu'elle apporte au récit. À chaque fois, voilà. Donc, du coup, j'ai essayé d'avoir des duos, des types de duos un peu différents. D'accord. Pas avoir toujours la même typologie de duos, parce que sinon, j'aurais pu en fait avoir des copier-coller de duos. Oui. Voilà, avec typiquement, dans les duos des films, c'est bon flic, mauvais flic. Oui, il doit y avoir des films à la et pelle. ça, voilà. Ouais. C'est ça, j'aurais pu faire un épisode entier qu'avec ça. Ouais. Donc, voire plusieurs. Donc voilà, là c'était mes premiers duos. On essaie aussi de choisir. Il y a des films qui reviennent, mais d'avoir un peu des nouveaux films aussi, pour pouvoir parler d'un peu d'autres films et pas toujours les mêmes. Donc voilà comment à peu près j'ai réfléchi à cette mécanique sur les duos. D'accord. Moi, dans ma logique, c'est un peu la même chose, mais à l'échelle du jeu vidéo. En gros, je vais répondre à... dans quelle franchise ou dans quel jeu se trouve le duo. La description individuelle de chaque personnage, succincte du duo, et après la relation qu'ils ont entre eux, et comment elle se traduit plus ou moins dans l'histoire et dans le gameplay surtout. Voilà. D'accord. Si tu veux commencer, parce que du coup, je pense, sauf si tu as d'autres trucs à rajouter. Non, là, comme ça, non. Ça fait un petit topo sur le début, sur la manière dont on a réfléchi. Je trouve que c'est pas mal. On a une direction là pour une fois, et on a un vrai truc. Oui, c'est ça, on s'améliore. Give me five. Alors, je vais commencer du coup avec un duo, pas des moindres. Clairement, c'est le premier duo qui m'est venu. Alors, j'ai pas regardé en fait, est-ce que c'était... je pense pas que ce soit
le premier duo de ce type-là qui existe. Mais je pense que c'est clairement le plus connu, un des plus représentatifs, un qui va lancer la mode, ou en tout cas la rendre populaire, cette mode-là, du duo forcé, voilà, avec deux protagonistes qui ne peuvent pas se supporter au début et qui, à la fin, deviennent amis. Et donc, pour cela, j'ai choisi Martin Riggs et Roger Murtaugh. Ouais, très bon choix, effectivement. Voilà, très bon choix. C'est clairement le premier duo qui m'est venu, quoi. Riggs et Murtaugh, donc dans les films L'Arme Fatale. Donc je vais parler que des films. Il y a une série aussi sur L'Arme Fatale avec les mêmes personnages, mais pas joués par les mêmes acteurs. Alors j'ai vu les 2 premières saisons, je crois, mais bon, là le but c'est vraiment de parler de Riggs et Murtaugh, interprétés par Mel Gibson et Danny Glover. Donc sur 4 films entre 87 et 98. Voilà, il y a des rumeurs, ça fait un moment qu'ils en parlent, qu'il y en ait un 5e. Voilà, on va voir. Bon, après, pour reprendre une des expressions les plus connues, je pense qu'ils seront vraiment trop vieux pour ces conneries. Danny Glover, voilà. il est déjà vieux dans tous les... dans tous. Mais dans tous les films, l'une des mécaniques du truc, c'est de dire que Danny Glover est vieux. Donc, ouais. Et qu'il est trop vieux pour ses conneries. Alors que dans le premier, il est censé avoir 50 ans, dans le premier film. Voilà. Et je crois que c'est dans le 3 où en fait il menace encore de prendre sa retraite, puis finalement il reste. Oui, c'est ça, oui. Ce qui peut pas s'arrêter. Et il a 60 ans, je crois, dans le 3. Ça, il peut pas ça. Et alors là, dans la vie réelle, Danny Glover, il a 74 ans. Ah, ça va, ouais. Enfin, ça va, je veux dire. Oui. Je le pensais du coup plus vieux, mais par rapport à L'Arme Fatale, en fait. Mais. Ouais. En fait, ouais, non. Mais oui. bon, il est pas. Et Mel Gibson, lui, il a 65 ans. Pas jeune non plus. Mais en plus, j'ai toujours eu l'impression que Mel Gibson, il faisait plus vieux ou moins en forme parfois que Danny Glover dans les films. Je sais pas pourquoi, mais... Ouais, ça dépend. Il y a dans le 3 où il est en super forme, en fait, Danny Glover. Quoi. Ouais. Et ah oui, voilà, par contre, le problème, c'est que le réalisateur, a priori, devrait être le même. Donc c'est Richard Donner, les réalisateurs des films L'Arme Fatale. Et en fait, ils avaient déjà clairement dit qu'ils ne feraient pas de film L'Arme Fatale sans Richard Donner. À part que lui, il a 90 ans. Bah attends, mais c'est celui qui a fait... Ah non. Il a fait L'Arme Fatale, il a fait les Goonies. Ah oui. Il a fait le premier Superman. Il a fait Maverick aussi avec Mel Gibson. Et une apparition de Danny Glover. Il a fait Assassin avec Stallone. Ah oui, non, il a quand même... Complot encore avec Mel Gibson. Non, il a fait Oui, quand même. des super films. Mais il a 90 ans. Donc s'ils veulent faire un 5e L'Arme Fatale, il va falloir qu'ils se Oui, dépêchent. peut-être pas qu'ils attendent la fin du Covid, quoi. Voilà. Comme je disais, du coup, sur ce duo-là, donc évidemment, L'Arme Fatale, c'est une quadrilogie que j'adore. Et donc, cette mécanique de duo, en fait, donc comme je dis au début, en fait, c'est vraiment 2 opposés, hein, c'est deux antagonistes. Il y a on va dire le bon flic pépère qui est proche de la retraite, qui a une vie de famille bien rangée, une maison, un bateau, voilà, et arrive dans sa vie Martin Riggs, du coup, qui est un flic fou. Voilà, il est fou. Il est suicidaire dans le premier, mais vraiment, c'est-à-dire qu'il garde une balle spéciale pour pouvoir se tirer dessus et être sûr de ne pas survivre. Voilà, il est clairement fou. Il est par contre adepte de tous les sports de combat. C'est un tireur d'élite émérite, c'est-à-dire qu'il réussit des tirs au fusil sniper, qui a peut-être 4 ou 5 hommes sur la planète qui peuvent le faire. Donc voilà, donc c'est pour ça, c'est lui L'Arme Fatale. C'est vraiment ce qu'ils disent en plus dans le film, c'est lui L'Arme Fatale. Et tout le film en fait va se jouer sur cette opposition entre les deux et sur le fait que les deux vont se faire évoluer. Et après sur l'ensemble de la quadrilogie aussi, ils vont évoluer ensemble. Et c'est pour ça que Danny Glover ne peut pas arrêter, enfin Murtaugh, il ne peut pas arrêter d'être flic parce qu'il y a Martin Riggs. Voilà, et Riggs, clairement, il doit sa vie à Murtaugh, en fait, le fait de reprendre goût à la vie. On le voit dans le 3 où Riggs il va chez Murtaugh pour faire sa lessive.
il essaie d'arrêter de fumer. C'est ça. Oui, voilà, c'est ça. C'est clairement c'est un membre de la famille. Voilà. Et après, il y a d'autres personnages où ils vont former peut-être pas un trio, mais voilà, où il y a parce qu'il y a Léo Getz qui arrive. Léo Getz qui est un personnage aussi important dans le film, mais vraiment le duo important, c'est Rick Semmertoff, et de cette relation qu'ils ont, ça va amener plein de films qui ont ce même type de relation, en fait, où il y a deux flics qui se supportent pas, qui sont obligés de travailler ensemble parce qu'ils ont un sens de la justice, et ça c'est important en fait. C'est que du coup, même s'ils se détestent au début, ils veulent pas travailler ensemble. Dès qu'il arrive sur une affaire, Riggs, forcément ça part mal et il y a des gens qui meurent. Il le dit à Murtaugh lui dit, il dit mais est-ce qu'il y a déjà des gens que t'as pas tués? Oui, voilà, ouais. Des gens que t'as rencontrés que t'as pas tués? Et il lui répond je t'ai pas tué à ce que je sache. C'est des répliques vraiment des années 80. Ah voilà, mais ils ont des super répliques. La plus connue, c'est je suis trop vieux pour ces conneries. Oui. C'est la réplique de Murtaugh, je pense, la plus connue. Voilà, et donc c'est vraiment un super duo, une super dynamique. Après, les acteurs sont top, quoi. Enfin, Mel Gibson, il est au sommet de sa forme quand il joue ça, quoi. Il joue le fou. Oui, il court tout le temps. Et il le fait, voilà. C'est ça. Il court tout le temps, voilà, il n'hésite pas à se battre, il a peur de rien. Voilà. Et après, en fait, les deux, au fur et à mesure, les deux, en fait, travaillent ensemble pour... et ils se ressemblent de plus en plus, en fait. Au départ, ils sont vraiment très opposés, et je pense que dans le 4, ils le sont... ils se ressemblent, ils se connaissent par cœur, ils savent comment ça va se passer. Voilà, oui. Une des scènes que j'adore dans le 4, c'est... alors du coup, je peux spoiler ce film, hein, ça fait longtemps, c'est très connu. C'est sans trop spoiler, mais le méchant du 4, c'est Jet Li, donc un vrai spécialiste des arts martiaux, et qui est du coup qui arrive à laminer Riggs. Donc ça le met en rogne. Et une de mes scènes préférées du 4, c'est vraiment quand ils sont à la fin, ils sont sous l'eau et sous la pluie. Ils ont tiré sur le frère de Jet Li, je sais plus comment il s'appelle dans le film. Ça, c'est un gars des triades en plus. Il est très très énervé. Et ils discutent tous les deux, Riggs et Murtaugh, en se disant là en fait, il est trop fort pour nous. Il faut qu'on s'en aille, quoi. On reviendra quand on aura un tank ou un bazooka, machin, pour l'avoir, quoi. Et un peu plus tôt dans le film, en fait, Jet Li, il avait réussi à choper le pistolet de Riggs et le démonter en fait en un coup, quoi. C'est-à-dire qu'il a réussi à enlever la culasse, le haut de l'arme, voilà, en un coup en fait, et du coup il a pas pu tirer. Et il dit mais comment est-ce qu'il a fait, quoi? Comment est-ce qu'il a fait pour faire ça? Et là, Murtaugh regarde Riggs et il dit allons lui demander. Alors qu'ils n'ont pas du tout envie d'aller se battre, machin. Ils savent que c'est super dangereux et ils y vont. Et ils se battent à deux en fait, et ils gagnent en fait parce que c'est eux, en fait, parce que c'est le duo, et qu'ils se connaissent parfaitement. Voilà, et ils savent qu'ils iront jusqu'au bout pour la justice. Donc c'est vraiment un duo que j'adore, quoi. Je trouve qu'ils sont top. Et puis ils ont après ce duo, comme je dis, il a influencé des générations de films et de duos qui sont sur ce même modèle. Voilà pour mon premier duo, et je commence avec du lourd, du très très lourd. Oui, du très lourd, du très long. Là, on est vraiment... Ok. À toi. D'accord. Bon, alors moi, pour mon premier duo, je vais vous parler donc de Joel Miller et Ellie, donc qui sont présents donc dans la série de jeux The Last of Us. Donc The Last of Us, premier du nom, sorti en 2013, et The Last of Us Partout, sorti récemment là en 2020, qui a été sacré jeu de l'année d'ailleurs 2020, qui a reçu une tonne de récompenses et qui est clairement le meilleur jeu de l'industrie sur cette fin de génération, enfin et de la PS4 en général. En même temps, il a mis 4 ans à être développé. Dans The Last of Us, en fait, il y a deux protagonistes. Donc il y a Joel Miller,
qui est un homme divorcé et qui perd sa fille Sarah lors des émeutes dues à l'émergence de la contamination en fait, qui a lieu dans le jeu en 2013. Le jeu est sorti en 2013, mais les événements aussi ont lieu aussi en 2013. Donc en fait, c'est une sorte de champignon. En fait, ça fait très Covid. Hein, du coup, c'est une sorte de champignon qui contamine la population et qui éradique une grosse partie de la population. Du coup, il y a plein d'émeutes, tout ça. Et du coup, dans ce truc-là, Joël il perd sa fille, Sarah. Et après, pendant 20 ans, en fait, il se bat pour sa survie. Il rejoint des groupes de mercenaires, il apprend à chasser. Il fait des trucs pas très honnêtes et tout, mais c'est pour survivre, en fait. Encore un jeu de la bonne ambiance. Hein. Ouais, mais tu choisis toujours des jeux mais là, qui font plaisir aux gens. C'est vrai, ouais, mais The Last of Us, c'est vraiment... ça soulève vraiment plein de trucs qui te mettent... ça te bouleverse vraiment. Ça bouleverse un peu tous tes acquis, en fait, de tout ce en quoi tu crois. C'est pas un jeu que tu fais tous les jours, c'est sûr. Mais il prend vraiment aux tripes. Ils ont fait un sacré boulot. Et du coup, il y a Ellie, qui est une orpheline, qui a passé son temps en fait dans les camps militaires et dont sa connaissance du monde se résume qu'à des bandes dessinées et à la culture populaire, du coup d'un temps révolu. Elle n'a pas connu ses parents, mais par contre en fait elle est immunisée contre le virus. C'est la seule qui est immunisée en fait, contre les pores du virus. Et du coup elle se fait emmener par Joël dans un... En fait, dans le premier épisode, c'est un road trip en fait, où on parle d'un point des États-Unis. Je sais plus si c'est de l'ouest vers l'est ou de l'est vers l'ouest, je sais plus trop. Mais en gros, on part d'une partie des États-Unis pour aller jusqu'au bout de l'autre partie. Et du coup, à partir de là, Joël et Ellie commencent après à se connaître. En plus, du coup, Joël, il a perdu sa fille, donc ça fait un peu fille de substitution, tout ça. Donc voilà, on a un duo qui évolue aussi. Et du coup, Joël prend une certaine décision à la fin de The Last of Us vis-à-vis d'Ellie, qui après va jouer après sur les enjeux du 2. J'essaie de pas trop spoiler parce que pour ceux qui l'ont pas fait, ça casse un peu le truc. D'accord. Donc voilà, et donc après donc dans le 2, on joue qu'avec Ellie qui va entamer une sorte de quête de vengeance par rapport à des choses qui se passent aussi. Voilà, et voilà, du coup, en fait, la relation, elle est c'est très complexe, mais du coup, il y a vraiment une relation qui évolue entre les deux, parce que en fait, Joël, il sert de mentor à Ellie, il lui enseigne du coup la notion de survie et l'épaule lors de sa découverte du monde réel. Parce que du coup, Ellie, elle a aucune notion, elle connaît que les trucs de BD, et Joël, lui, il a passé 20 ans de sa vie à survivre. Donc il y a ce rapport-là. Du coup, Ellie, elle voit un peu Joël comme une sorte de père qu'elle a jamais eu. Attends, j'ai loupé un truc, mais comment est-ce qu'elle est arrivée là, elle Ellie, comment elle a survécu? c'est-à-dire C'est-à-dire que lui, ça fait 20 ans qu'il survit. Et elle, oui, mais elle est née. En fait, elle est née en. Alors, dans le jeu, elle est née en 2019, et je crois que ça se passe en 2033, je crois. D'accord. Le premier. Donc voilà, elle a 13 ans. Donc, en fait, elle est née dans les camps militaires, en gros. D'accord. Quelque part. Elle n'est pas née dans le monde réel et normal, on va dire. Elle a toujours connu cette organisation-là et le virus. Alors que du coup, Joël, lui, c'est le symbole d'une Amérique... des vieilles valeurs. D'accord. Voilà. Du coup, elle apprend auprès de Joël tout ce qui est altérité, obligation, la compassion, l'humanité, et aussi à tirer au fusil et à tendre des pièges. Et du coup, comme je l'ai dit, on parcourt l'intégralité du premier jeu avec Joël. Donc, avec lui et Ellie, en fait, dans le jeu, dans le premier, elle nous aide, donc elle peut lancer des briques sur les ennemis pour les sonner ou les divertir, et ça permet après à Joël d'attaquer. Et après, l'avantage qu'elle a dans le premier et dans le deuxième, c'est qu'elle peut neutraliser tous ce qu'on appelle les claqueurs dans le jeu. C'est des sortes de zombies qui viennent et qui peuvent être tués que en furtif. Et normalement, dans le jeu, nous, on doit fabriquer des trucs. Enfin, on doit fabriquer des surins, on doit avoir des
les matériaux et tout, alors que Ellie, elle a un couteau papillon et elle peut tous les tuer en illimité. Du coup, c'est très pratique. Et du coup, dans le 2, après, Ellie, elle a grandi. Elle est majeure, je crois, quasiment. Je sais plus si elle est majeure ou quasiment majeure. Et elle sait utiliser des armes à feu, se battre au corps à corps. Enfin, la violence est vraiment très bien utilisée dans le jeu. Et du coup, en fait, elle a acquis tout le savoir de Joël. Du coup, Joël, voilà, comme je l'ai dit, qui représente une Amérique révolue, ancienne, avec une identité marquée, qui a eu une vraie famille, avec une vraie maison, presque un vrai chien. Enfin, voilà, ce genre de truc, quoi, l'Amérique des années 50, quoi. Quant à Ellie, elle représente le futur et en fait l'éclatement de tous ces symboles. En fait, dans le 2, en fait, il y a tout ce côté. En fait, tous ces symboles qu'on connaît de l'ancien monde, en fait, ils sont éclatés, en fait, jusqu'à un certain point. Donc voilà. Voilà pour ce premier duo aussi qui est très puissant. Oui, bah, pour le coup, j'ai pas joué au jeu, mais effectivement, je connaissais le duo et la réputation du jeu. Ouais, parce que c'est très dur de pas en parler sans spoiler, vu que c'est quand même assez frais. Encore, j'ai pas envie de trop en parler, parce que ce serait vraiment dommage qu'il y ait quelqu'un qui tombe dessus et qui soit spoilé comme ça. On sait jamais, donc voilà. Peut-être dans plusieurs années, mais là, pour l'instant, voilà. Voilà pour mon premier duo. À toi pour... Ah bon. Alors, un duo où j'ai pris très peu de notes, mais je me dis que je devrais y arriver à en parler sans trop de problèmes. C'est un duo dans un film de 1977 dont j'ai parlé, je pense que j'en parle quasiment à chaque fois. C'est Star Wars. Tiens donc. Voilà, et du coup, le duo, c'est R2D2 et C3PO. Ah oui. Oui, ça fait longtemps, oui. J'en parle pas assez. On ne parle pas jamais assez de Star Wars. Jamais assez, oui, c'est vrai. Mais du coup, on peut parler de tout en fait avec Star Wars. Et donc là, du coup, il y avait plusieurs duos. Et là, pour le coup, on en avait un peu parlé avant. Il y a plusieurs duos qui se forment dans Star Wars. Et un dont je voulais parler et que je trouve intéressant, c'est R2D2 et C3PO. R2D2, donc, qui est joué à l'origine par Kenny Baker. Et C3PO, qui est joué par Anthony Daniels. À savoir que Anthony Daniels joue dans tous les épisodes de la saga. Il joue C3PO à chaque fois, et il y a juste dans le film sur Han Solo où il joue un autre personnage, mais on le voit apparaître à l'écran. Voilà, donc il n'y a que 2 fois en fait où on le voit apparaître sans le casque de C3PO, où il joue d'autres personnages, quoi. Il joue pas C3PO, il joue d'autres personnages. Mais il est quand même présent Voilà, dans l'épisode 2 et dans celui sur Solo. Ok, d'accord. Et donc du coup R2D2 et C3PO, donc c'est 2 robots du film qu'on voit, c'est les premiers personnages qu'on voit à l'écran. Les premiers personnages parlants en tout cas qu'on voit à l'écran, c'est R2D2 et C3PO. Et comme j'ai dit, en fait, ils sont présents sur les 6 premiers films. Ils sont présents en caméo dans Rogue One. Ils sont pas du tout présents du coup sur Han Solo. En tout cas pas que je me rappelle. Et après, ils sont présents aussi... ils sont présents sur les 9 films de la saga et ils sont en caméo seulement sur Rogue One. Mais sur les 6 premiers films, c'est des vrais témoins en fait, de l'histoire. C'est eux qu'on voit en premier. Et en fait, c'est par leurs yeux qu'on va comprendre l'histoire. Oui. D'accord, oui. Voilà. C'est eux les témoins de ce qui se passe en fait. C'est pour ça qu'ils sont là aussi sur tous les films, c'est qu'ils sont là. Par contre, après, sur l'épisode 7, 8, 9, ils sont pas vraiment témoins de l'histoire. C'est pas eux qui nous ont présentés en premier, c'est pas... Ils sont là plus par fanbase ou fanatisme. Ouais, parce qu'ils doivent être là en fait. Ouais, voilà. Mais ils sont pas vraiment exploités. Comme à l'origine. C'est vraiment des personnages... Voilà, c'est des personnages secondaires. Alors que là, même si ce sont des personnages secondaires, ils sont même plutôt dans les 7, 8, 9, ils sont même on va dire 3e plan. Alors que dans le du 1 au 6, c'est des personnages plutôt secondaires, mais c'est grâce à eux qu'on rentre dans l'histoire. Alors c'est aussi tiré d'un film, parce que quand George Lucas a réalisé le premier Star Wars, donc en 77, il s'inspirait de pas mal de films, et notamment de films de la culture asiatique, et d'un film qui s'appelle La Forteresse cachée. Toujours pas vu.
de Kurosawa, où effectivement il y a 2 paysans qui sont les témoins de l'histoire. Il se passe plusieurs choses, et en fait, eux, c'est les témoins de l'histoire, et c'est vraiment le même rôle de C3PO et R2D2. Alors, avec leur pouvoir comique aussi, il y a des scènes de pure comédie entre C3PO et R2D2, et entre les interactions entre C3PO. Quand ils ont des interactions seuls avec les autres personnages, ils peuvent avoir des actions de comédie ou d'action. Mais sinon, voilà, R2D2 et C3PO, c'est des témoins de l'histoire. D'ailleurs, C3PO, dans l'épisode 6, il raconte l'histoire aux Ewoks. Donc il raconte vraiment tout ce qui s'est passé depuis le début, donc depuis l'épisode 4 aux Ewoks. D'accord, ah oui, d'accord, ok. Voilà, il le raconte dans leur langue, et il leur explique vraiment tout ce qui s'est passé. En fait, c'est comme si on était en train de lui assister à ce que, quand lui nous raconte l'histoire à nous. Pour faire un résumé pour ceux qui... Enfin, en plus, voilà. Pour ceux qui les ont pas vus, ou vu que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été sorti au cinéma. Une piqûre de rappel, en gros. Oui, voilà. Oui, voilà, en fait, il sert vraiment c'est un conteur, quoi. Et R2D2, c'est aussi la mémoire. On lui par exemple, à la fin de l'épisode 3, on lui efface pas la mémoire. Alors que à C3PO, on va lui effacer la mémoire, comme ça il se rappelle pas spécialement ce qui s'est passé, parce qu'il a été créé par Anakin Skywalker, et là, du coup, il s'en rappelle pas. Alors que R2D2, lui, le sait, en fait. R2D2, il a toutes les informations, il a vécu toutes les histoires depuis le début, à part qu'il en parle à personne. Mais on lui efface pas la mémoire à R2D2. D'accord, ok, je savais pas. Voilà, donc du coup je trouvais que c'était intéressant en fait, outre le fait que ce sont 2 personnages c'est ultra connus, qui sont représentatifs de l'univers de Star Wars, mais c'était à quoi ils servent dans l'histoire aussi. Là c'est plus original, donc, plutôt original voilà. Du coup, leur fonction. Voilà. C'est ça, voilà. Ils ont une fonction dans le récit, et puis ils ont une fonction aussi de rapporteur de l'histoire. Voilà. Et un dernier point, eux se sont rencontrés plutôt par hasard. Il n'y a pas de... C'était 2 droïdes au départ, un Anakin Skywalker et l'autre qui faisait partie de la flotte de droïdes de la reine Amidala. Voilà. Et R2D2 s'illustre dans un fait qui va devenir le droïde personnel d'Amidala. Et après, en fait, ils se rencontrent, et du coup, ils vont rester ensemble parce que... Voilà. Donc c'est du pur hasard sur leur rencontre. Voilà, mon deuxième pas mal duo. aussi. Ok, alors moi pour mon deuxième duo, je vais parler de Léon Scott Kennedy et Ashley Graham. Donc dans... encore de la bonne humeur. Ça sent la bonne humeur, ça. Ça sent encore, si c'est bien les gens que je pense, ça sent encore le jeu de la joie. Oui. Voilà, quand t'as envie, quand t'es pas très bien... Voilà, tu te dis, tiens, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais jouer à un jeu avec des zombies. C'est si ça, je me trompe pas. au 4e opus de Resident Evil. Donc un jeu développé et édité par Capcom, qui est sorti au début de l'année 2005, en janvier, en exclusivité temporaire, puis en octobre 2005 sur PS2, avec l'ajout du mode Separate Ways, on peut jouer avec Ada, la femme en robe rouge. Léon Scott Kennedy, donc sa première apparition, elle apparaît donc dans le 2e opus de Resident Evil, qui est sorti en 1998, où lors de sa première journée de service, se déroulent en fait tous les événements avec le virus dans Resident Evil 2. Donc c'est une bonne première journée de service dans la police. Et c'est du ça. coup, t'es bien content. Oui, voilà. Et du coup, je pense qu'on pourra faire un comparatif des premières journées de service entre Rick Zemmertoff et Léon Scott Kennedy. Qu'est-ce qui est le pire entre sur ta première journée, du coup, ou la dernière journée, du coup, Murtoff, ses derniers jours, sa dernière semaine, et du coup, il doit survivre avec Riggs. Oui, c'est vrai que c'est pas mal aussi. En fait, les événements du coup de Resident Evil 4 se passent en 2004. Donc en fait, entre 98 et 2004, en gros, Léon c'est devenu un agent spécial du gouvernement, donc qui est devenu ultra entraîné et qui est chargé de retrouver la fille du président, donc Ashley Graham, qui a été enlevée par Los Illuminados, qui sont du coup le peuple, des Illuminés là, mais des peuple un peu fanatique qui possède les Plagas, donc l'origine un peu du virus qu'il y a dans Resident Evil 5,
par la suite. Léon, c'est donc en fait suite à son entraînement militaire poussé, qui était nécessaire pour qu'il puisse rentrer en fait dans l'US Stratcom, qui est donc l'agence de lutte contre Umbrella et le bioterrorisme, sous contrôle direct du président des États-Unis. Donc, c'est pas rien. Et donc, Ouais, c'est ça. du coup, je sais pas si c'est un vrai truc, mais en tout cas, grâce à ça, il devient un A priori, les États-Unis ne luttent pas contre la Umbrella. Oui, non, mais Corporation. je veux dire, Dans la vraie vie. plutôt dans ce truc de cellules. Oui, il doit bien en avoir. Hein. Ouais. Des cellules ultra spécialisées. Je pense qu'il y en a. Je les connais pas spécialement, mais je Oui. me dis que ça me paraît réel en fait. Oui, c'est vrai que ça paraît crédible en tout cas pour le Ouais. jeu. Du coup, grâce à ça, que ce soit vrai ou pas, Léon il devient un agent extrêmement compétent. Donc il excelle dans le maniement des armes à feu, le combat au corps à corps, et surtout le combat au couteau, comme en témoigne le QTE contre Krauser pour ceux qui y ont joué. Il est également très agile, comme en témoigne aussi le QTE avec des lasers où il les esquive. C'est un des QTE les plus emblématiques de la série. Après, ça ne plaira pas à certains parce que à cause du 4, à partir du 4, en fait, le jeu il prend un tournant vraiment trop action et moins survival horror. Mais du coup, il y a quand même ce côté survival horror, du coup, avec Ashley Graham, donc, qui est la fille du président des États-Unis. Donc, elle fut enlevée par Los Illuminados. Elle est âgée de 20 ans et elle est plus ou moins amoureuse de Léon, hein, clairement. Parce que Léon, il a plus ou moins 27 ans, je crois, dans le 4. Donc, elle est jouable, du coup, en fait, à certains moments du jeu. Et lors de ces phases jouables, Ashley, en fait, elle peut pas vraiment se défendre elle-même. Elle n'a pas d'arme à feu, elle n'a pas de couteau, quoi que ce soit. Elle peut juste lancer des lampes à huile sur les ennemis. Du coup, en fait, ça la rend très faible, mais dans le sens où il y a ce côté survie et peur, en fait, qui est repris. Du coup, ça casse un peu avec Léon qui peut foutre des coups de pied et tuer ses ennemis. Et du coup, avec elle, c'est encore plus axé du coup sur la résolution d'énigmes aussi, du coup, qui rappelle un peu les origines des premiers Resident Evil. Et du coup, il y a ce duo-là. Donc en fait, lorsqu'on joue avec Léon et qu'Ashley, il y a des phases où elle est avec nous, on doit la protéger pour éviter qu'elle se fasse enlever en fait par les fanatiques. On devra aussi éviter de lui tirer dessus parce qu'on peut la tuer. Une balle perdue est si vite arrivée dans le jeu, surtout quand elle crie. Pour ceux qui ont beaucoup joué à ce jeu, les cris de Ashley quand elle a besoin d'être protégée, c'est vraiment des trucs qui restent à vie, quoi. Et du coup, parfois pour nous faciliter la tâche, en fait, on peut dire à Ashley de se cacher dans des endroits, genre dans des bennes à ordures ou quoi, pour qu'on soit tranquille pour les gunfights. Voilà. Du coup, j'ai mis ce duo parce qu'il est comme un peu emblématique. Il n'est pas super puissant et il n'a pas une fonction de fou, hein, comme tes duos. Mais il est quand même emblématique pour ceux qui ont joué à Resident Evil 4 parce que c'était un gros tournant dans la saga où il y avait la caméra épaule et qu'on passait beaucoup plus son temps à tirer sur des ennemis et pas en avoir spécialement peur. Et du coup, avec cette notion un peu de duo là, qui allait après être poussée dans Resident Evil 5, où j'aurais pu en parler aussi, mais peut-être dans un autre épisode, où après là il y a vraiment le duo coopératif où les deux peuvent se défendre. Mais là voilà, c'était ce duo un peu marquant en fait pour ceux qui ont joué. Ça reste voilà, j'avais envie de le mettre. Ouais, mais ça me paraît être un bon duo. Alors à moi pour mon troisième duo, alors celui-là du coup il a, je sais pas, il a moins de fonctions, il a une fonction comique quoi. Sa fonction c'est clairement une fonction comique. Alors c'est un duo qui apparaît dans plusieurs films, des films qui sont dédiés au duo et des films qui sont pas du tout dédiés au duo où ils sont des personnages secondaires du truc, mais qui après en fait leur permet d'avoir leur propre film. Donc on suit un peu les aventures de ce duo au fur et à mesure des films, et il y a même des comics qui sortent sur ce duo là, et ils font partie, alors attends, faut que je lise mes notes parce que je ne savais pas, j'ai découvert ça, du View Askew Universe. Ouais, et en fait le duo c'est Jay et Silent Bob.
Voilà. Donc interprété par Jason Mewes et Kevin Smith. Voilà. La première fois qu'on les voit, c'est en 1994 dans le film Clerks, où du coup, en fait, ils sont juste là deux losers qui sont sur le côté de la supérette et qui essayent de dealer de la drogue. Et ils font pas grand-chose, en fait. C'est deux gars qui font jamais grand-chose dans leur vie. Donc, ils sont assez différents l'un de l'autre. Il y en a un qui est plutôt grand, blond, et l'autre qui est plus petit, plus trapu, plus costaud, et qui parle pas. Donc lui, c'est Silent Bob, interprété par Kevin Smith, qui est le réalisateur et le créateur en fait de cet univers partagé, donc qui est partagé pour plusieurs films. Donc il y a Clerks 2, il y a Dogma. Et Dogma, je l'ai vu, ouais, je crois. Je sais plus. Enfin, il y a plusieurs films en fait où on retrouve les mêmes personnages qui vont aller de film en film. Après, il y a des films sur Jay et Silent Bob. Il y a Jay et Silent Bob contre-attaque. Ok. Voilà, avec des trucs super méta. Enfin, voilà. Et donc, ils sont plutôt un ressort comique. Ils sont très vulgaires. Ils ne savent absolument pas s'y prendre avec les femmes. Silent Bob, son nom vient du fait qu'il ne parle pas ou quasiment pas. Pourtant, ils peuvent avoir des super destinées, hein, parce que en fait, il y a des personnages de comics qui sont créés par rapport à leur histoire, et on va faire des films par rapport à l'histoire de Jay et Silent Bob. Dans cet même univers-là, en fait, il y a un mec qui se décide de faire un comics et qui s'inspire de Jay et Silent Bob pour faire un comics, et après ce comics, en fait, il va devenir un film. Donc eux seront pas contents, donc ils vont aller à Hollywood pour essayer d'éviter ça. Dans Dogma, ils deviennent... Dans Dogma, ils sont des prophètes, je crois. Oui, dans mes souvenirs, c'est ça. Ouais. Je crois que c'est ça. Parce que lui, je l'avais vu. Mais... Ouais, donc ils sont des prophètes. Voilà. Et voilà. Donc ils sont plutôt assez drôles, en fait. Et j'aime bien l'opposition qu'ils ont des deux, où Jay ne fait que parler tout le temps. Alors il parle tout le temps des femmes, il dit tout le temps des gros mots, et en fait il sait absolument pas s'y prendre avec les femmes. Et Silent Bob, lui, ne dit quasiment rien. C'est très rare quand il parle, c'est plutôt un événement en fait quand il parle. Donc voilà, c'était ça et là pour le coup, eux ils sont choisis, hein. C'est vraiment deux amis en fait, ils se sont rencontrés et puis après ils ont décidé de rester ensemble et de traîner ensemble tout le temps. D'accord, ok. D'accord. Voilà. Donc Jay Silent Bob. Ok, alors moi pour mon troisième, c'est ça ? Oui, troisième. Donc je vais vous parler donc de Ico et Yorda. Donc Ico et Yorda, ils sont présents donc dans le jeu Ico, qui est sorti en 2001 sur PS2. Donc Ico, en fait, c'est un jeune garçon qui d'ailleurs aurait pu rentrer, je pense, dans le classement du Give Me 5 numéro 5 sur les enfants, et qui a la particularité d'avoir des cornes. En fait, ces cornes seraient dues à une malédiction qui pèse en fait sur son village depuis bien longtemps, et dont son origine prend potentiellement sens dans Shadow of the Colossus, plus ou moins. Donc, il est le jeu on va dire dirigé par Fumito Ueda. Il y a Ico, Shadow of the Colossus et The Last Guardian, et un nouveau jeu aussi bientôt en préparation. Donc Shadow of the Colossus c'est le deuxième et Ico donc c'est le premier. Donc son origine prend potentiellement place là-dedans. Enfin, ça dépend comment on voit les choses. C'est vachement onirique et fait surtout de symboles et de poésie. Donc après c'est l'interprétation un peu du joueur propre qui compte. Enfin chaque joueur peut faire sa propre interprétation. Donc il possède pas de pouvoir magique, mais il sait se servir d'une épée et des bouts de bois du coup. Aussi. Enfin, à la base, on a un bout de bois, puis après, on a une épée. Par contre, il possède une forte intelligence qui lui permet de résoudre du coup les énigmes du château dans lequel Ico et Yorda du coup sont enfermés et doivent s'échapper. En fait, le château appartient donc à la reine, qui est une sorte en fait, c'est une entité maléfique. C'est une entité maléfique qui a plus ou moins le corps de la reine.
Et en fait, cette entité maléfique, à un moment, elle doit migrer. En fait, elle voudrait avoir le corps de Yorda pour faire la transition. Du coup, Yorda, donc, c'est la fille de la reine. Donc, comme je l'ai dit, la reine donc, est l'être maléfique qui contrôle le château. Donc, Yorda, elle est libérée de sa cage par Iko. Donc, au début du jeu, donc, en fait, Iko, par rapport, je crois, il y a une sorte de tremblement de terre. Parce qu'en fait, il est enfermé dans une sorte de sarcophage ou dans une sorte de tombe un peu à la verticale. Et après, il y a une sorte de tremblement de terre. Du coup, le support se casse, lui, il est libéré. Après, on fait des trucs et on va libérer Yorda, en gros. Du coup, ensemble, ils essaient de s'échapper du château. Et en fait, du coup, Yorda, elle peut se faire... en fait, elle peut pas bouger toute seule. Elle peut se faire enlever par les ombres. Parce qu'en fait, voilà, on se fait attaquer par des sortes d'ombres. Et donc, le but, en tant que Iko, c'est de battre les ombres et de faire en sorte que Yorda, un peu comme Ashley, en fait, ne se fasse pas enlever par les ombres. Donc, elle peut pas se défendre, elle peut pas bouger. En fait, quand on bouge, en fait, on doit la prendre par la main et on doit bouger constamment avec elle. Mais du coup, elle peut en fait ouvrir certaines runes. Dans mes souvenirs, je crois que c'est des runes, enfin des pierres avec des inscriptions, quoi. Ouais, je pense que c'est des runes. Ouais, voilà, des runes. Ça a l'air de coller. Voilà, logiquement. Donc, en fait, qui entrave le passage et la progression du jeu. Voilà, et du coup, ouais, voilà, leur relation, elle est vraiment symbolique, en fait, et imprégnée d'onirisme. Du coup, ce qui fait que le joueur, il peut avoir vraiment sa propre interprétation de cette relation et de l'histoire. Il peut avoir plusieurs interprétations possibles, du duo comme échappé aux responsabilités familiales, à son destin, aux traditions quasi incestueuses du Japon, ou alors l'amour naïf et enfantin des deux personnages, en fait, qui essaient d'échapper un peu à cette entité maléfique qui est la reine, en fait. Et après, ça peut aussi coller avec d'autres événements qui se passent dans Shadow of the Colossus, qui est plus crédible du coup dans l'univers du jeu. Si on veut faire raccord, mais voilà, on peut prendre le jeu individuellement ou après le raccorder à la mythologie Fumito Ueda. Donc voilà, j'ai trouvé, parce que j'ai mis ce duo parce que j'ai bien aimé, quoi. Enfin, c'est un jeu vraiment que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il n'y a pas vraiment de l'action à foison, c'est pas un truc ultra nerveux et tout, mais il y a vraiment quelque chose. C'est un concept. Il y a vraiment quelque chose, quoi. C'est un jeu d'ambiance. Plus ou moins. Après, c'est comme action, plateforme, énigme, mais oui, il y a vraiment une ambiance qui est apportée par ce château ultra mystérieux et tu sais pas où t'es. En plus, c'était un des premiers jeux de la PS2. Du coup, c'était encore plus magique, du coup, à l'époque. Mais encore maintenant, je l'ai fait il y a 1 ou 2 ans, je sais plus. Non, il y a peut-être 2 ou 3 ans même. Et encore, il est toujours trop bien, quoi. Donc, voilà. Ok. Voilà pour mon... Troisième. Mon troisième duo, oui. Je me perds. Alors, à moi pour mon 4e duo. Alors là, du coup, toujours dans l'idée de proposer des duos différents et avec des relations différentes. Là, on va partir sur un duo père-fils, à la relation plus que complexe, dans un film de 1989. Très bon film de 1989. Et le duo, c'est Henry Jones et Henry Jones Jr., alias Indiana Jones. Donc c'est Indiana Jones et son père. Du coup, qui sont en duo dans Indiana Jones et la dernière croisade. Donc réalisé par Steven Spielberg. Donc duo avec Harrison Ford, Indiana Jones, et Sean Connery qui joue son père. Sachant qu'ils avaient 9 ans d'écart, tu vois, seulement pour jouer père-fils. Mais Sean Connery a rapidement fait très vieux. Oui, totalement. Dans sa vie, il faisait rapidement très vieux. Dès qu'il avait plus de cheveux, après les cheveux gris, il faisait beaucoup plus vieux. Oui, totalement. Ouais. Et donc, là, du coup, l'idée, c'est l'idée du duo dans ce film-là. Alors déjà, ça permet qu'Indiana Jones et
et un acolyte, quelqu'un avec qui il va pouvoir du coup avancer dans l'aventure. Que ce soit son père, ça nous permet aussi du coup de mieux connaître Indiana Jones. Hein, toute Indiana Jones et la dernière croisade en fait nous permet de mieux connaître qui est Indiana Jones. C'est vraiment un épisode sur qui est ce personnage, comment est-ce qu'il est devenu Indiana Jones. La première scène, c'est Indiana Jones jeune, et alors en une scène, on sent qu'il passe de petit garçon aventureux à Indiana Jones avec tous les codes qu'il a, pourquoi est-ce qu'il a peur des serpents, comment est-ce qu'il a sa cicatrice au menton, ouais. au menton, d'où est-ce qu'il a son fouet, son chapeau. Voilà. Mais bon, c'est juste sur une scène qui est assez géniale. Et après, du coup, on voit le début de la relation avec son père, et qu'on reverra, parce que quand il va aller chercher son père pour continuer la quête du Graal. Voilà. Et en fait, toutes les interactions qu'ils ont, elles sont, je trouve, alors ultra bien jouées, mais ça, vu les deux acteurs qu'il y a, c'est normal. Je trouve que leurs dialogues aussi sont vachement bien. Un de ceux qui me plaît le plus, c'est quand ils sont dans le dirigeable. Et que du coup, ils disent, là, en fait, ça y est, on est là, on a le temps de parler un peu. Et alors que, grosso modo, Indiana Jones dit à son père qu'il a été un très mauvais père, et il lui dit, mais j'étais un superbe père. Est-ce que je t'ai déjà dit d'aller te laver les dents? Est-ce que je t'ai déjà dit de faire tes devoirs? J'ai laissé faire tout ce que tu voulais, en fait. Alors que c'est pas du tout la vision qu'a Indiana Jones de l'éducation qu'il a donnée son père. Pour lui, c'est une éducation très stricte, où il oblige à compter en grec ancien, enfin, voilà, où il n'a pas de l'amour de son père, et où son père en fait trouve que c'est plus important des gens qui sont nés des centaines ou des milliers d'années avant lui, plutôt que son fils. Donc voilà, c'est très compliqué. Alors ce qui est rigolo, c'est que dans le 4, je trouve que dans le 4, Indiana Jones, qui est censé du coup être, il est plus vieux, et il rencontre son fils à lui, il se comporte avec son fils comme son père se comportait avec lui. Oui. Voilà. Et il a des comportements, et il y a je pense, des scènes qui sont vraiment des références. Il y a une scène de course, de poursuite en moto, où clairement c'est la transposition, et Indiana Jones est devenu son père à ce moment-là. Oui, c'est totalement... Et donc là, du coup, sur la scène dans le dirigeable, ils sont en train de discuter, et il dit, mais on n'a jamais pu parler, ça fait des années qu'on n'a pas parlé. Et là, en fait, Henry Jones lui dit, voilà, on est là, de quoi est-ce que tu veux parler, quel sujet dont tu veux aborder? Et en fait, ça lui coupe l'herbe sous le pied, il sait pas quoi dire, il est intimidé par son père, il sait pas quoi lui dire, et du coup, il reste sans voix, et son père, il passe sur autre chose. Ouais, après, il parle du Graal, quoi. Enfin, du carnet, je crois. Voilà. Après, il parle du Graal, ça, il parle du carnet, il explique les trois énigmes qu'il a trouvées, je crois. Il lui donne les énigmes. Ouais. Bon, après, on voit du coup dans le film que, en fait, ils savent juste pas communiquer, parce que quand ils pensent que Indiana Jones est mort, quand il y a la course en char, avec le char, etc., et on pense qu'Indiana Jones est mort et qu'il est tombé, et que c'est la seule fois de toute la saga où il perd son chapeau. Voilà, il le perd vraiment à l'écran, en fait. C'est-à-dire que c'est pas il a enlevé, il a changé de chapeau, c'est juste que là, d'un coup, ce chapeau s'envole, alors que normalement, il ne s'envole jamais. Et là, il pense vraiment qu'il l'a perdu, et il est vraiment en pleurs, et il dit, voilà, j'ai perdu mon fils et je lui ai jamais dit que je l'aimais. Et en fait, Indiana Jones n'est pas mort. Et quand il se rend compte qu'il n'est pas mort, il lui fait un petit câlin et il dit, allez, c'est bon, on repart à l'aventure. Voilà. Donc j'aime beaucoup cette relation qu'ils ont tous les deux. Ils s'aiment, en fait, mais ils n'arrivent pas à se le dire. Il y a cette relation. Ils n'arrivent pas à... Et même quand... du coup, Sean Connery parfois met en danger Indiana Jones involontairement, quand à un moment, ils sont du coup juste après la scène du dirigeable, en fait, où ils sont dans l'avion, où il tire, et en fait, il ne sait pas tirer à la mitrailleuse. Et en fait, il cause lui-même leur crash. C'est ça, ouais. Ils nous ont eu. Donc, c'est... Ah non, mais c'est vrai, c'est très très drôle. Enfin, leur relation, du coup, ça fait vraiment des effets comiques et qui sont très très drôles, quoi. C'est-à-dire que la première fois qu'on le voit, il lui casse un vase Ming sur la tête. Et en fait, il s'inquiète plus que du fait que le vase soit un vrai vase, plutôt que le fait qu'il vient d'assommer son fils avec un vase, quoi. Et après, bon, ça va, il se rend compte que c'est un faux, donc tout va bien.
Voilà. Donc voilà, ma quatrième proposition de duo, Indiana Jones et son père. Alors à moi pour ma quatrième proposition de duo, ça va être Ratchet et Clank. Donc Ratchet et Clank, c'est un duo qui est présent donc, dans la saga de jeux éponyme d'Insomniac Games. Donc, des jeux qui sont sortis entre 2001 et 2016. Et bientôt un prochain opus normalement en 2021, Rift Apart, prévu exclusivement sur PS5. Ratchet, c'est un Lombax qui est originaire de la planète Fastoon et qui a grandi sur la planète Veldin. C'est la première planète dans laquelle on est dans le premier opus, c'est la planète Veldin. Donc c'est un mécanicien ingénieur assez doué, qui est à la base rancunier, un peu donjouan et surtout très têtu, et qui au fil des aventures deviendra plus ouvert aux autres et à ce qui se passe autour de lui, notamment grâce après avec sa relation avec Clank. Ratchet, il possède une super clé, donc qui est l'arme qui est présente dans tous les opus, qui est un peu le symbole en fait de Ratchet. Donc il y a plusieurs versions, il y a la 8000 version 1, 2 et 3, et après il possède aussi plusieurs armes et gadgets. Et il est également aussi très agile et doué dans le maniement des armes, et il est agile aussi en général, vu qu'on fait des petits sauts. Vu que c'est un jeu de plateforme, on fait des sauts et il se tient en forme, quoi. Clank, donc de son vrai nom XJ0461, est un robot fabriqué par erreur dans une usine, car en fait ces plans de fabrication ils sont installés volontairement dans la machine de production par Orvus, qui est son père. Lui, à l'inverse de Ratchet, il est sage et idéaliste, il est extrêmement intelligent et a tendance à faire confiance aux autres, et il est le meilleur ami de Ratchet. Au fil des épisodes, la relation entre Ratchet et Clank évolue, ce qui donne lieu à de nombreux dialogues aussi non dénués d'humour. Ce qui fait évoluer aussi leur relation. Et côté gameplay, Clank il aide Ratchet de plusieurs manières. On peut faire par exemple des sauts plus haut, une sorte de propulsion vers le haut. On peut planer, on peut faire du hacking aussi avec. Donc on peut l'utiliser. La relation entre les deux peut s'utiliser de diverses manières. C'est pour ça que c'est un duo assez connu sur le coup. C'est pour ça que je l'ai mis, parce que c'est quand même un duo assez attachant, je trouve, qui marche plutôt bien. C'est moins lourd que les autres, en fait. Voilà. C'est pour ça que je l'ai mis pour une fois. Voilà. Ça, pour une fois, c'est un univers à la limite du joyeux. Oui, voilà, on est quand même. Voilà, il y a un peu des tragédies et des rebondissements et tout, mais après, ça reste quand même un peu plus pas enfantin, mais un peu plus coloré, voilà. Donc voilà pour mon quatrième duo. Ok. Alors moi pour mon dernier duo. Alors du coup j'ai beaucoup réfléchi, je savais pas quoi faire. Il y avait plein de duos, et je me suis dit que j'allais quand même. En fait c'est un des duos, le premier duo auquel j'ai pensé. Et après je me demandais est-ce que c'est un couple. Ouais, et du coup je me dis qu'on pouvait faire, on en a parlé du coup des émissions où on parle vraiment des couples. Mais je me dis que en fait le fait que eux soient un couple dans le film, et dans plusieurs films du coup, parce que c'est un couple dans plusieurs films, c'est un événement très important de l'histoire, mais c'est pas sur ça c'est pas une comédie romantique. Le but c'est pas que eux deviennent en couple pour que voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi, et pour un peu aussi éviter de faire j'avais plusieurs autres duos, mais je trouvais que ça se ressemblait par rapport à ce que j'ai déjà dit sur mon idée de départ aussi, d'avoir des duos vraiment différents. Parce que j'avais des duos de flics, mauvais flics, bons flics, inspirés de Rick Zemmertoff. J'en ai à foison.
Voilà. Donc, je voulais avoir un duo différent, donc du coup un couple. Un couple qu'on a vu pour la première fois alors, en 1976, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu un bruit. Ah, pardon. Donc un couple qui est apparu la première fois en 1976, je disais. Je vais voir si je dis pas de bêtises en même temps. Un couple du coup qui avec Adrienne, alors Penino de son premier nom, joué par Talia Shire, et avec Rocky Balboa, joué par Sylvester Stallone. Oui, effectivement, c'est Alors, un bon choix. on va reparler de Rocky. Oui, Oui, c'est un bon c'est vrai choix. que je sais pas si tu avais déjà parlé de Rocky à l'annonce. Je crois sais pas. plus. Je me rappelle plus, mais la saga Rocky, c'est clairement une de mes sagas cinématographiques préférées. Une des sagas qui m'a le plus inspiré, autant pour le cinéma, parce que je trouve que c'est vraiment des très grands films qui sont du coup qui ont une mauvaise réputation. Parce que le premier film, enfin, ils ont eu un Oscar, quoi. Il a eu un Oscar pour le scénario sur le premier film, sur le premier Rocky. Oui. Mais il a été beaucoup ça parle vraiment d'un homme, parodié du coup. après aussi. Oui, mais ça parle vraiment d'un homme du coup qui du coup essaye de s'en sortir grâce à la boxe et grâce à sa femme. Et Sylvester Stallone le dit quand on lui a demandé déjà quelle est son actrice préférée avec qui il a tourné. Il a dit sans surprise c'est Talia Shire, donc l'interprète d'Adrienne, d'accord. Et parce que Rocky en fait ne peut pas exister sans Adrienne. Rocky, il devient Rocky. Il devient le Rocky qu'on connaît, le super athlète, la légende de la boxe dans son univers, parce que Adrienne est là. Il le fait pour s'en sortir et pour Adrienne en fait. Et s'il n'a pas l'aval d'Adrienne, il ne peut pas réussir. C'est-à-dire que en tout cas dans les 4 premiers films, je sais plus, il faudrait que je vois dans le 5, je me rappelle plus très bien, mais dans les 4 premiers films, il ne réussit son entraînement que quand Adrienne l'a validé. Oui, c'est ça, oui. Non, dans le 5, non. Ouais. Dans le 5, non, mais dans le 5, ça foire parce que du coup, Adrienne ne valide pas, quoi. Adrienne, elle lui dit il faut que tu fasses attention à ton fils. Il a besoin de toi, il a besoin de son père, il a besoin d'un modèle. Et Rocky ne le fait pas. Et en fait, quand Rocky se rend compte de ça et qu'il rend compte que Adrienne a encore une fois raison et qu'il faut qu'elle fasse ça, qu'il faut qu'il fasse. Et il ne faut pas juste qu'il écoute Adrienne. Adrienne, elle ne lui dit pas pour lui donner des ordres. Elle lui dit parce que c'est la bonne chose à faire, en fait. Ouais. Et donc, du coup, quand il le fait, tout va bien. Il se rend compte que Tony Gum, c'est le méchant et qu'il ne pourra pas le sauver parce qu'ils n'ont pas la même vision de la boxe. Ils n'ont pas la même vision de la vie tout court. Parce que dans tous les cas, Rocky est un éternel optimiste, quoi qu'il se passe. Il est, même si des fois il vit dans le passé, et ça on le voit beaucoup dans le Rocky Balboa, où du coup Rocky il est mal parce qu'Adrienne n'est plus là, quoi. Il sait plus quoi faire parce qu'Adrienne n'est plus là. Il est perdu sans elle. Donc là du coup, voilà, il est clairement perdu sans elle. C'est ce qu'on voit dès le début du film, où il refait tous les ans, il va la voir tous les jours au cimetière. Et tous les ans, il va revoir tous les événements marquants, les lieux marquants de leur histoire pour se rappeler d'Adrienne, parce que sans elle, il n'est rien. Et dans les 4 premiers films, il n'arrive à réussir que quand Adrienne l'a validé. C'est-à-dire que dans le premier, il se rencontre, c'est là où Rocky fait ce qu'il peut pour arriver à parler à Adrienne, et il est extrêmement maladroit. Et après, du coup, il commence vraiment son entraînement dès que Adrienne l'a validé. Dans le 2, il n'arrive pas il est pris en plus par la célébrité, par l'argent, etc. Et après, il y a l'arrivée de leur fils. Voilà. Et
il commence l'entraînement uniquement que quand Adrien lui a dit Ouais, vas-y. le vrai entraînement, parce qu'il commence plus ou moins à le faire, mais Voilà. Le vrai entraînement, l'entraînement qui mérite la voilà, c'est musique. C'est ça, c'est l'entraînement qui mérite la musique. Quand il y a la musique, c'est que c'est le vrai entraînement. L'entraînement qui mérite la musique, il est là. Dans Rocky 4, il commence le vrai entraînement qui mérite la musique. Alors une autre musique, mais une musique qui est tout aussi cool. L'entraînement de folie, là, que quand Adrien arrive en Russie pour lui dire, en fait, j'ai compris, il faut que j'ai compris ce que tu veux faire, tu veux pas juste venger ton copain qui est mort, il y a autre chose, et du mais coup dans je le suis là 3, pour c'est t'épauler. pareil aussi. Il y a tout ce dialogue sur la plage où Adrien. Voilà, il a perdu la foi, Voilà, il a c'est perdu ça, l'œil ouais. du tigre, et c'est Adrien qui lui fait comprendre, et c'est grâce à Adrien qui... Voilà. Ouais, parce que du coup, Donc, voilà, Adrienne, c'était, c'est aussi grâce à Rocky qu'elle devient vachement plus forte et sûre d'elle aussi. Parce qu'elle est femme de boxeur, du coup. C'est ça, oui, parce que il y a... Voilà, entre la Adrienne du premier film qui est ultra timide et qui travaille dans l'animalerie, et ensuite la Adrienne qu'il y a dans les autres films, ils évoluent ensemble en fait. C'est pour ça que du coup c'est un duo super important parce que leur mécanique elle est qu'ils évoluent ensemble et Rocky arrive à devenir Rocky et l'athlète incroyable qu'il est parce qu'il y a Adrienne et Adrienne devient la femme de boxeur et elle devient ultra forte parce qu'il est là et parce que lui il s'en fout de la tête qu'elle a. Parce que dans le début elle est cachée derrière ses lunettes, elle est toute timide, elle est derrière ses bonnets, ses gros pulls. Lui c'est pas ça qui l'intéresse quoi. C'est juste que c'est une personne et en fait tous les deux arrivent à se voir je sais pas comment dire, l'intérieur de l'âme en fait. Ils ont pas l'extérieur du truc. Donc voilà, mais je pense que je pourrais parler des heures de de toute façon, bah oui, c'est beaucoup trop facile. Pour... Donc voilà mon dernier voilà mon dernier duo. À toi Alors, pour le moi, dernier. je vais vous parler donc du duo qui est présent dans la saga de jeux Uncharted, donc une saga de jeux encore développée par Naughty Dog. Mais là, c'est pas The Last of Us, c'est la saga de jeux Uncharted. Donc les Uncharted, donc ils sont sortis entre 2007 et 2016, je crois, ou 2017. J'ai marqué 2017, mais je crois que c'est 2016, j'ai un doute. Et donc c'est Nathan Drake et Victor Sullivan. Donc Nathan Drake, c'est un chasseur de trésors, d'ailleurs dont le film est prévu pour plus ou moins bientôt, je crois aussi. Oui, je crois qu'ils ont commencé à le tourner. Oui. Je sais pas où ils en sont. Il y a déjà des images. Bon, il y a des images de Peter Parker en Nathan Drake. Je sais plus comment il s'appelle. Non, mais du coup j'avais Tom Holland. Voilà, Tom Holland. Ouais. J'avais son nom avant que tu le dises et puis tu as dit Peter Parker et je l'ai perdu. Voilà. Mais il y a ça, il y a aussi d'autres, un peu des trucs, des objets et tout qui pourraient avoir des trucs. Donc, mais pour revenir au jeu, quand même, qui est plus important. Donc, Nathan Drake, donc, c'est un chasseur de trésors. Il est prétendument le descendant de Sir Francis Drake. Voilà, en fait, c'est par rapport à des légendes. En fait, c'est par rapport à c'est par rapport à des choses qui se passent. L'origine de ça vient du 4, parce qu'on apprend vraiment l'origine de Nathan Drake et de son frère dans le 4, mais je vais pas le dire là parce que ça pourrait spoiler un peu. Donc Drake, il sait se battre au corps à corps, il sait utiliser une arme à feu et c'est un très bon grimpeur. Il est très intelligent, ce qui mène parfois à sa perte, ce qui le met parfois dans des situations très dangereuses par rapport aux gens avec qui il traîne. Et il est extrêmement chanceux. Et d'ailleurs, c'est aussi un peu ça qui est montré par rapport au gameplay, c'est que quand on se fait tirer dessus dans les Uncharted, en fait, l'écran il devient noir et blanc. Et en fait, ça symbolise un peu genre la chance qui s'en va de Drake. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il y a des balles qui passent très près de lui, et au bout d'un moment, dès qu'il se fait toucher, en fait, il meurt.
Donc, voilà, D'accord. donc il a toujours eu beaucoup de chance en fait. Et par contre, voilà, il est faillible dû à son manque de véritable formation et de véritable modèle paternel. Parce que du coup, il a été plus ou moins abandonné. En fait, je crois que leur mère s'est plus ou moins suicidée, il me semble. Et leur père les a abandonnés. Et du coup, en fait, ils se sont retrouvés dans une sorte d'orphelinat catholique, un truc comme ça. En fait, après, c'est là où ils ont appris le latin. Enfin, c'est son frère Samuel et c'est Samuel Drake et Nathan Drake. Du coup, ils n'ont pas vraiment de modèle paternel, ils sont un peu perdus et tout. Et après, en fait, Nathan Drake, donc dans les événements d'Uncharted 3, en fait, on joue la rencontre entre lui et Victor Sullivan. Du coup, donc Victor Sullivan, donc Victor Goddamn Sullivan, est le mentor et unique figure paternelle de Drake. Donc lui, en fait, il a servi dans la marine, mais il fut renvoyé à la suite de diverses escroqueries. C'est un chasseur de trésors, mais plus un chasseur de fortune, en fait. C'est-à-dire, c'est ça aussi un peu ce qui fait un peu le sel de leur relation, c'est que Victor Sullivan, en fait, lui, il cherche plus à, genre par exemple, à rembourser ses dettes parce qu'il joue beaucoup au jeu. Du coup, en fait, il cherche un peu la fortune, surtout. Alors que Drake, lui, en fait, il cherche surtout à savoir la vérité sur les trésors, en fait. Et pas spécialement à rapporter les choses dans les musées. C'est la petite nuance, hein, par rapport à un autre explorateur bien connu. Donc, Victor Sullivan, lui, porte des chemises hawaïennes. Il a une moustache dont se moque éperdument à chaque fois Nathan Drake. Et il fume des cigares et porte un 44 Magnum. Donc ça fait un peu Magnum, effectivement. Mais comme des nuances. Donc il se soucie profondément de Nate. Notamment, il y a une scène dans Uncharted 3 en fait, où il y a un de ses collègues plus ou moins chasseurs de trésors qui s'appelle Charlie Cutter. Et en fait, à un moment, il est empoisonné par une sorte de drogue hallucinatoire un peu. En fait, à un moment, on se bat contre lui avec Drake. Et en fait, Charlie Cutter, il est vraiment très costaud. Du coup, en fait, à un moment, il étrangle Drake. Et en fait, Sullivan, il n'hésite pas à pointer. Pourtant, ils sont tous amis en vrai. Enfin, ils sont plus ou moins collègues et tout. Mais Sullivan, il n'hésite pas à braquer son 44 Magnum sur la tête de Charlie Cutter en lui disant de le lâcher. Sinon, il n'hésitera pas à sauver son fils de substitution, en fait, parce qu'il lui a tout appris, du coup, toutes les ficelles du métier de chasseur de trésors et de ce business fructueux mais très dangereux. Voilà. Et donc après, ensemble, ils ont vécu vraiment 1001 aventures, comme en témoignent les anecdotes qui stipulent entre eux lors des phases d'exploration, en fait. C'est-à-dire que dès que il y a des phases d'exploration un peu dans la forêt ou dans ces environnements naturels comme ça pour chercher des trucs. Il y a toujours des petites anecdotes, genre comme au Pérou. On va pas faire comme au Pérou, voilà. Mais j'avais 15 ans, oui. Mais ça donne de la substance à leur... truc, ça crée leur relation, quoi, en fait. On sent que qu'ils ont une vraie relation longue oui, depuis voilà, longtemps. C'est ça, ouais. Et du coup, ce qui est marrant aussi avec Sullivan, c'est que c'est un mec vraiment à l'ancienne, c'est-à-dire il teste les gens, en fait, il les jauge, et à un moment, du coup, il jauge Helena Fisher, du coup, qui est la future femme de Nate, pour savoir s'il peut lui faire confiance. Et voilà. Après, du coup, on voit à partir du 3 aussi, il y a la relation qui commence à être un peu tendue, parfois entre Drake et Sullivan, parce que Drake, il commence à être un peu obsédé en fait par un trésor qu'il cherche depuis tout petit, et Sullivan, à chaque fois, il essaie de lui faire se rendre compte en fait que parfois son obsession va le faire courir à sa perte, et que du coup aussi Sullivan, dans le 3, il a 60 ans, et du coup il y a un peu cette relation aussi il commence aussi à être un peu trop vieux pour ses conneries. Et en même temps, il fait attention à Drake. Il y a cette relation un peu qui est vraiment touchante, quoi. Et du coup, Nate, lui, prend sa retraite
plus tôt que Sullivan, bizarrement. En fait, il apprend à 40 ans, plus ou moins, donc à la fin d'Uncharted 4, pour fonder sa famille avec Elena. Et du coup, lui, Sullivan, il continue encore longtemps. Et en fait, il continue après avec Sam Drake, donc, le frère de Nate, qui lui ne voudra aussi jamais arrêter la chasse au trésor. Donc voilà. Et du coup, côté gameplay, donc on incarne que Nathan Drake dans tous les épisodes de la série, sauf dans The Lost Legacy où on incarne Chloé, je sais plus comment, et Nadine Ross. Mais c'est un peu un spin-off standalone, donc c'est un peu à part, on va dire. Sinon, on joue qu'avec Nathan Drake. Et donc, en fait, lorsqu'il est présent, Sullivan, en fait, il soutient Drake plus ou moins lors des gunfights. Et il émet des hypothèses lors des recherches. Et il fournit aussi son briquet pour allumer des braseros, très important. Du coup, voilà, il épaule quand même Nate. Voilà. Et parfois, il lui fait aussi la courte échelle. Enfin, après, ça, c'est avec d'autres personnages aussi, mais il y a aussi ce côté support. Donc, voilà. Okay. Voilà pour ce duo intéressant aussi. Ok. Bon, eh ben, on a fini avec cette première partie. On a quand même pas mal bavardé là-dessus. Ça va être encore un épisode long. Et du coup, est-ce qu'on passerait pas à la deuxième partie? Give me five. Du coup, on va commencer entre Rick Semmertoff et Joel Miller et Ellie. C'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil parce que la relation entre Joel Miller et Ellie, elle est... En fait, Joel, il apprend à Ellie l'humanité. On va dire. En fait, Ouais. Quoique, oui, tu me diras, du coup, Murtoff, pareil. Là. En fait, c'est ça. En fait, finalement, je dis... Enfin, de ce que tu en as dit, parce que moi, je connais de nom, en fait, Joel Miller et Ellie. Mais je dirais que finalement, ils se ressemblent un peu, ces deux duos. En disant qu'en fait, chacun des membres du duo apprend de l'autre. Quoi. Oui. Vraiment, ils évoluent avec l'autre. Alors tous, ils évoluent plus ou moins tous les uns avec les autres, mais là, enfin, tu vois, Murtoff, en fait, il apprend à Riggs à redevenir humain et plus juste une machine à tuer. Et à l'inverse de ce que tu as dit, du coup, Joel Miller, il apprend à Ellie à devenir... à savoir s'en sortir. Oui, voilà, oui. Mais après, on est... Oui, non, c'est sûr, oui. Oui, ils apprennent tous les deux l'un de l'autre. Qui est-ce qu'on met au-dessus? Parce que il faut qu'on trouve des manières de pouvoir juger nos duos, sinon on va mettre 1 heure à faire nos trucs là. Parce qu'ils ont l'air, c'est tous très compliqué. C'est encore une nouvelle manière de... je pense de pouvoir faire des... Ouais, parce que c'est vraiment... je sais pas. Je sais pas comment on pourrait les classer rapidement. Après, je pense qu'on peut mettre Rick Semmertoff en premier parce qu'ils sont quand même les origines de tout un genre en fait cinématographique. Donc, Ok, allez, c'est parti. On met Rick Semmertoff en premier et on trouvera après d'autres. Au fur et à mesure, on trouvera d'autres moyens de faire des nuances dans nos duos. Alors, ensuite, du coup, on va voir avec Léon Scott Kennedy et Ashley Graham. Alors, entre Léon... je répète à chaque fois, entre Léon Scott Kennedy et Ashley Graham et Joel Miller et Ellie. Alors, on n'est pas sur le même niveau d'implication émotionnelle. Mais j'aurais quand même une petite préférence pour Léon Scott Kennedy et Ashley Graham. Parce que je préfère rejouer à Resident Evil 4 plusieurs fois que jouer à The Last of Us, surtout The Last of Us Partout, ne serait-ce qu'une deuxième fois. Parce que vraiment, les thèmes qui sont abordés, il y a des moments, c'est vraiment pas bien, quoi. Donc... Ouais, mais est-ce que c'est pas ça le but? Il y a des trucs... Est-ce que du coup... Donc, perso... Mais est-ce que c'est pas ça le but, justement? Est-ce que, toi, dans le duo...
l'émotion que procure le duo, tu vois, est-ce qu'elle est pas... Je pose la question. Elle est plus forte entre j'ai joué ni à l'un ni à l'autre. l'émotion la plus forte de toutes mes propositions, c'est Joël et Ellie, hein, ça c'est sûr. Émotionnellement, tu peux pas les... Ouais. C'est vraiment très fort ce qu'il y a, donc... parce que, enfin, il y a des choix qui sont Là, faits. pareil, moi, voilà, donc est-ce que je pense que c'est aussi quelque chose, tu vois, la relation émotionnelle qu'ils ont entre les deux, elle va être entre les membres du duo. Je pense que ça peut être un de nos éléments de comparaison. Oui, je comprends, mais après, moi, je préfère quand même... Enfin, il y a quand même ce côté gameplay aussi qui est quand même très important pour ce média. Ah oui, bah oui. Donc, perso, en fait, je mettrais le côté quand même gameplay plus Léon et Ashley. D'accord. Mais en dessous de Rick Zemmertoff ou pas? Oui. Oui, parce que j'aurais pu choisir d'autres duos de Resident Evil 5 de Resident Evil 5, je viens de le dire. Là, j'aurais mis au-dessus, mais là, pour la... Ok. Donc voilà. Alors maintenant, R2D2 et C3PO. Alors, c'est compliqué, R2D2 et C3PO. Alors, en termes de relation émotionnelle entre les deux, de ce que peuvent avoir comme émotion des droïdes dans l'univers de Star Wars, ils sont liés, quoi. On voit leur rencontre, ouais, on suit leur parcours. Alors, si on prend sur toute la saga, comme je te disais tout à l'heure, sur les 7, 8, 9, je trouve qu'ils sont moins liés, c'est moins... On sent qu'ils ont un lien quand même, mais c'est moins présent, quoi. Et dans les épisodes, du coup, de 1 à 6, on voit le début de leur relation, comment ils se sont rencontrés, et puis après, on voit qu'ils deviennent les témoins du truc. Mais ouais, je sais pas. Bah après, moi, ça me... en fait, Après, je trouve ça... En fait, j'aime bien parce qu'il y a ce côté témoin de l'histoire. Genre, t'as l'impression qu'ils sont tout le temps perdus. T'as l'impression qu'ils sont tout le temps, genre, à côté des événements, mais en même temps qu'ils... Enfin, c'est bizarre, j'ai l'impression. Enfin, il y a ce côté vraiment... t'as l'impression qu'ils sont pas là... Enfin, qu'ils sont là sans être là. Donc, en fait, t'as l'impression que s'ils sont pas là, c'est pas très grave, mais en même temps, ils te manquent. Donc... Enfin, moi, c'est la vision un peu que j'en ai. Après, je suis pas spécialiste. Mais... bah, y a des fois où ils sont des éléments clés de l'histoire, parce que dans le premier, R2D2, il a les plans de l'étoile de la mort, donc voilà. Après, dans la nouvelle trilogie, là, sur le 9, ils essayent de faire de C3PO aussi un élément clé, mais alors, on comprend que c'est un élément clé, mais après, ça fonctionne pas, parce que tout ce qu'ils... Enfin, mais ça, c'est le problème intrinsèque de l'épisode 9, c'est que tout ce qu'ils essayent de tenter pour dire on va mettre un peu en danger l'histoire et ce à quoi vous vous attendez, c'est démonté 10 minutes après. C'est vrai que je l'ai pas vu en plus. On va peut-être faire perdre le... Ouais. Il faut le voir pour voir toute la saga. Oui. Tu vois. Après, je pense que c'est clairement le moins bon, quoi. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est le moins bon. Mais du coup, est-ce que tu le mettrais au-dessus de Rick Zemmertoff? On va accélérer. Ah non. C'est R2D2, je ne mettrais pas en dessous de Rick Zemmertoff. Est-ce que tu... Pour l'instant, là, comme ça, je l'aurais mis... Est-ce que tu penses qu'il va arriver dans un top 3 par rapport à déjà à tes trucs après? Est-ce que tu penses... Par rapport à mes propositions, c'est compliqué, mais c'est dans le top 3, il peut être au mieux que 3e, quoi. D'accord. Voilà. Ah oui, au mieux, d'accord, ok. Ce serait la place la plus haute qu'il pourrait avoir pour moi, juste sur mes propositions, ça serait 3e. Ce serait la meilleure place qu'il peut avoir, je pense. Et à la rigueur, je pense que... Non, même, je pense que je le mettrais 4e. Et du coup, là aussi, en fait, même s'il est important, parce que, ils sont comme duo, il est important. Mais de ce que tu as expliqué entre toi, tes deux duos, là, de Léon Scott Kennedy
Ashley Graham, Joel Miller et Ellie. Ça va être long, à chaque fois. Oui, il peut dire Léon et Ashley. Mais en fait, il y a aussi le fait qu'on est impliqué avec eux parce qu'on c'est des personnages jouables. Mais en plus, et là, ils sont le témoins. truc de Joël et Ellie, c'est que vu que c'est très 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 narratif aussi. The Last of Us, il y a vraiment ce côté action, mais c'est surtout une aventure quand même très narrative, donc il y a quand même beaucoup de codes qui sont empruntés au cinéma. Il y a vraiment cette part belle faite sur les relations. Donc c'est pour ça, moi, je l'ai mis parce que c'est impossible que ça te marque pas si tu y as joué. Sinon, c'est psychopathe. Et que voilà. Mais sinon, c'est impossible que ça te laisse pas une trace quand même quelconque, mais qui quand même... C'est pour ça que je l'ai mis, pardon. Mais après... c'est pour ça il triche, on va dire, un peu quand même, parce qu'il se rapproche pas mal du cinéma quand même. Moi j'aurais mis en dessous, en 4e position pour l'instant le duo R2D2. On verra après si. Et comment. Voilà. Après, pourtant j'aime beaucoup Star Wars, mais là les autres duos, c'est un très bon duo. Il fonctionne très bien, oui, mais vis-à-vis des autres, ça reste quand même moins lourd peut-être que... Voilà, vis-à-vis des autres, voilà. Après, en fait, ils sont aussi à cette place-là parce que c'est pas un duo principal. Oui, Riggs et Murtaugh, c'est les personnages principaux. Joel Miller et Ellie, c'est les personnages principaux. Donc ils sont un peu moins... Voilà. Ils ont une vraie relation qui est vraiment importante. On pourra en débattre longtemps en parlant de Star Wars. Mais du coup, il faut quand même rester un peu court sur le travail. Donc pour l'instant, je les mets en 4e. On va voir après... Voilà. Ok. Du coup, maintenant il y a Iko et Yorda. Alors j'aime bien Iko et Yorda. C'est une relation, c'est vraiment un truc onirique. Je le mettrais peut-être en... Je pense de mon truc, je le mettrais en 2e, je pense. Enfin, au-dessus de Léon, je pense. D'accord. Voilà. Après, au-dessus de Riggs et Murtaugh, c'est pas pareil. Hein. Alors moi, du coup, je les connais pas. Tu vois, Iko et Yorda, j'ai vu le jeu, je vois à quoi il ressemble. C'est très pur comme relation. C'est pour ça que c'est vraiment, c'est même pas le jour et la nuit là, Riggs et Murtaugh, et c'est presque parce que après voilà, le truc c'est que c'est des protagonistes du début jusqu'à la fin, ils sont là. Du début à la fin, tu joues avec Iko, et du début, plus ou moins du début jusqu'à parfois certaines phases après dans le jeu où tu es un peu tout seul, mais jusqu'à la fin du jeu, plus ou moins, tu dois t'occuper de Yorda aussi. Donc il y a cette implication aussi mais là qui est vraiment dans le gameplay, c'est pas cinématographique, où tu dois faire sans cesse attention à Yorda, un peu comme Léon et Ashley en fait. Mais là encore plus du coup, mais sans qu'il y ait 3 tonnes d'action. C'est pour ça que je pense que je le mettrais en 2e au moins. Après au-dessus de... Ouais, du coup je me servirais de ça, du coup, de ce que tu dis, pour justement justifier de le mettre en 2e et en dessous de Riggs et Murtaugh, parce que Riggs et Murtaugh, ils fonctionnent aussi seuls. Le but, c'est que ça soit un duo. Ah oui. D'accord, c'est là qu'ils sont les meilleurs. Mais les deux, en termes d'entité seule, ils ont des vraies personnalités. Tu vois, ils se débrouillent tout seuls. Chacun leur chemin, leur vie, etc. Et après, quand ils sont à deux, ils deviennent surpuissants. Alors, de ce que tu m'as dit, Yorda, en fait, il faut s'en occuper, quoi. Oui, c'est un peu un personnage seul qui est... voilà. Donc, je dirais ça plutôt pour justifier, pour la mettre en dessous de Riggs et Murtaugh. Maintenant, Jay et Silent Bob. Où est-ce qu'on les met, Jay et Silent Bob? Alors, pendant qu'on parlait, en fait, j'ai un peu l'impression que, et je m'en étais pas rendu compte avant, mais qu'ils ont aussi le même rôle que C3PO et R2D2. Déjà, ils leur ressemblent. Je trouve que, tu vois, il y a le grand mince et le petit plus trapu.
Ouais, voilà, le petit gros. Enfin- Essayez d'être poli, monsieur. Ouais, Bravo. non, oui. Oui, non, je sais pas, oui. C'est vrai, je pense à Laurel et Hardy. Mais, Et ils sont aussi témoins des événements. Alors, plein de fois, ils sont témoins de ce qui se passe. Donc, ils ont un peu, finalement, ouais, ils ont un peu ce même rôle. Et à part que oui, ils ont vraiment cet aspect comique. Et quand c'est vraiment pour faire rire. Mais ouais, j'avais zappé ce côté de se dire, en fait, ils sont aussi témoins de l'histoire et des différentes histoires dans l'univers partagé. Là, le nom, je ne me rappelle plus, là, que j'ai cité tout à l'heure. oui. Mais ils sont aussi témoins, quoi, à chaque fois. Donc du coup, vu qu'ils ont un peu le même rôle, mais qui je trouve sont quand même beaucoup moins importants que R2D2 et C3PO, je les mettrai en dessous. Oui, du coup, en dessous, oui. Pas les accolés les uns avec les autres, mais en dessous. D'accord. Voilà, après, je sais pas si toi, si tu veux, si tu les aimes spécialement et que tu veux les remonter. Non, j'ai vu qu'un film avec eux, donc c'est pas des. Enfin, j'ai pas spécialement regardé. J'ai vu que. Le truc avec les anges, là, enfin, Ouais, Dogma. où c'est Anicette, là, qui est Ouais, que et Dieu est une femme. Dieu est une femme, et c'est Alanis Morissette. Voilà, c'est ça. Ouais, donc, Ok. ça me va pour l'instant, perso. Ok. Alors, Ratchet et Clank, où est-ce qu'on les met? Ratchet et Clank, c'est un duo quand même qui dure dans le temps, mine de rien, parce que depuis 2001 quand même. Eh oui. Je me rappelle pas, moi je crois que j'ai joué qu'aux 3 premiers, parce qu'après il y a eu une flopée de. Il y en a eu vraiment beaucoup des jeux Ratchet et Clank, et j'avais d'autres jeux à faire. Mais il faudrait que je les refasse et que je les refasse tous en fait, ce serait pas mal. Ce serait un beau marathon. Je les trouve quand même très drôles et c'est vraiment. Ils sont vraiment attachants en fait. Enfin, tout l'univers de Ratchet et Clank est très attachant. Attends, ressaisis-toi. Où est-ce que tu pourrais le mettre entre Ico, Yorda et Léon, je pense. En troisième. Ah oui, quand même. Ah oui, je pensais pas que tu aurais mis si haut. Je pense que c'est vraiment. Ouais, je pense parce que Joël et Ellie, c'est vraiment lourd. Enfin, lourd dans le sens, c'est bien, c'est intense, c'est la tragédie, il y a plein de. Mais, Oui, on peut aussi juger sur le fait qu'il y a un peu de joie et pas obligé d'avoir que des. Oui, voilà. Et puis surtout au niveau du ambiance, quoi. gameplay, moi, surtout ça soit au niveau du gameplay, je trouve que c'est quand même plus pertinent par rapport à ce critère-là. Et je préfère me focaliser là-dessus plutôt que sur D'accord. que Donc, sur le en scénario, dessous parce qu'à la base, c'est quand même gameplay la base. Quand même. En dessous de Ico et Yorda, donc, c'est ça? Ouais, je pense que je l'aurais mis là. Je sais pas si toi, tu as une préférence particulière. Après, moi, je les connais de nom. J'avoue que j'ai jamais joué. Donc, du coup, je vais plutôt me fier à toi. D'accord, ouais, oui, t'as Voilà, joué, tu vois, je l'ai. Enfin, c'est un nom que je connais. Ico, enfin, voilà. Je connaissais Ico, je savais pas, enfin, j'ai jamais joué, je connais le nom du jeu, mais j'avais jamais joué. Voilà, après, en fait, enfin, c'est des jeux auxquels j'ai pas joué, donc forcément, à chaque fois, je me fie à ce que tu en dis pour essayer Surtout de. qu'Ico, il vaut une blinde. Oui, Ico, il vaut cher. Hein. Oui. Ça va pourquoi. Mais... Et donc voilà, donc je fais plutôt confiance pour dire si par rapport au gameplay. Voilà, c'est vraiment en fait en fait leur relation, tu la ressens vraiment par rapport au type de gameplay. C'est pas juste on vous dit regardez cette belle cinématique, elle pleure, lui il y a de l'empathie, il y a un lien, tu vois. C'est pas juste par l'image et par tu vois, il n'y a pas cette empathie qui est créée juste par ce qu'on voit en fait. C'est vraiment parce qu'on joue et qu'on en fait l'expérience. Oui, voilà. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que de ce que tu en dis, en fait, Ratchet et Clank, c'est vraiment sur le fait que ce soit le jeu, alors que Joël et Ellie, on est plus sur la version cinématographique, en fait. Voilà, oui, il y a vraiment des temps. En fait, voilà, il y a des tensions et tout. Voilà. Alors, ce qui est beau, Après... mais quand tu joues, c'est pas ce que tu cherches. Tu vois, visuellement, ça va être très beau, en fait, Last of Us, mais oui. c'est pas forcément ce que tu cherches, en tout cas. Enfin, toi, en tout cas, ce que tu cherches quand tu joues Non, à un jeu. voilà, c'est. Il y a un attachement fait à Joël par rapport au fait qu'on joue avec lui dans le 1 et que en fait on voit toute sa vie, en fait on joue qu'avec lui après dans le 2. On a un attachement un peu nostalgique et tout, ce qu'on joue qu'avec Ellie.
Mais c'est pas voilà, c'est pas le genre de, enfin, ça se ressent, mais c'est pas, ça se ressent pas vraiment après dans l'expérience manette en main, on va dire. Enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était une belle tournure de phrase que j'ai trouvée. Je me rappelle plus ce que j'ai dit. Mais voilà, voilà, je préfère me baser sur voilà, l'expérience du gameplay manette en main et comment les développeurs ils nous le font ressentir vraiment à travers des actions plutôt que voilà, qu'avec l'image et qu'avec le scénario en fait. Même s'il y a des très bonnes tensions et tout qui sont faits, il y a des trucs vraiment trop bien, mais ça reste de l'émotion juste par le scénario et l'image et pas la manette en main. Donc voilà. C'est ma préférence. Après, il y en a, ils préfèrent que les trucs narratifs. Voilà. Ok. C'est un peu long, mais je me répète, mais voilà. Allez, alors, il nous en reste 3. Et là, on arrive sur du lourd. Oui, là on est. Oui. Alors, On a top 3. entre Indiana Jones et son père, où est-ce qu'on va mettre Indiana Jones et son père? C'est vrai que c'est un sacré duo. Voilà, en termes de... C'est à chaque fois que. Bah, je pense que il doit aller au-dessus de Rick Zemmertoff, je pense. Carrément au-dessus de Rick Zemmertoff. Ah, je sais pas. Hein. En même temps, c'est vrai, Rick Zemmertoff, ils sont. C'est vrai qu'à un moment, quand ils font des petites vannes, quand ils embêtent un piéton là, qui. Non, en plus, ils ont l'avantage, Rick Zemmertoff, en fait, qu'on les voit évoluer. On voit le duo évoluer entre le début où ils se détestent et ils sont forcés, ils subissent la situation, à ils deviennent amis et voilà. Et après ils deviennent un super duo. Enfin voilà. Et quoi qu'il se passe, ils seront toujours là l'un pour l'autre, quitte à risquer la mort, quoi. Enfin c'est ça se voit dans le 2. Dans le 2, quand il y a la bombe sous les toilettes, Rick il reste là, quoi. Alors qu'il est plus suicidaire à ce moment-là, et il reste là juste pour sauver son pote, quoi. Parce que sinon il va mourir, si je suis pas là, il va mourir en fait. Donc ouais. Ouais, c'est vrai qu'alors que Indiana Jones et Henry Jones, c'est plus la transmission des gènes. Donc du coup, j'aurais mis très haut Indiana Jones, mais en dessous de Rick Zemmertoff. Pourtant, j'aime beaucoup Indiana Jones, mais c'est compliqué, mais je dirais que je préfère. Ouais, dans ce cadre-là. Je préfère Rick Zemmertoff à Indiana Jones. Enfin, au duo Indiana Jones et son père. Mais on peut en débattre encore si tu veux, c'est possible. Ok. Alors, un autre duo d'aventuriers. Donc Nathan Drake et Victor Sullivan. Où est-ce qu'on va les mettre? Je pense que je les mettrais. Parce que Uncharted, ça reste quand même ma saga favorite. Enfin, PS3, PS4. Donc, la relation, elle est vraiment cool. Mais là, du coup, c'est vrai, bon, là, par contre, c'est à l'opposé de ce que je viens de dire pendant 3 quarts d'heure tout à l'heure. Mais là, du coup, là, la relation un peu qui passe à l'écran, c'est quand même assez scénarisé. L'attachement, il est fait surtout sur le scénario et le jeu des acteurs en motion capture et visuellement, quoi. Donc, oui, c'est pas comme si tu disais l'inverse de ce que tu viens de dire, c'est pas grave. Voilà, oui, voilà. Mais là, c'est pas pareil. Non, mais ça dépend des jeux, en fait. Je préfère beaucoup plus la saga Uncharted. Ouais, voilà. Mais vu que là, c'est Naughty Dog, en fait, qui a fait The Last of Us et Uncharted, en fait, c'est pour ça. C'est les mêmes gars qui ont fait ces 2 franchises. C'est pour ça que c'est encore plus contradictoire. Mais parce que les thèmes d'Uncharted, ils me parlent plus que ceux de The Last of Us. Même si, techniquement, ceux de The Last of Us, ils parlent plus à l'époque, maintenant, que Uncharted. Mais je sais pas, je le mettrais, je pense, en... du coup, je le mettrais très haut. Est-ce que déjà, par rapport à tes propositions dans le placement, est-ce que déjà ça va au-dessus de Ico et Yorda? En fait, j'allais dire déjà au-dessus, j'allais partir de l'inverse. Au-dessus de Joel Miller et Ellie, ça c'est sûr. Ok.
Au-dessus de Léon et Ashley. On va remonter petit à petit. Hein. Essayer de remonter vite, mais on va remonter. Ouais, bah je sais pas. Je pense que je le mettrais. Ouais, non. Ouais, au-dessus quand même. Ouais, allez, au-dessus. Alors, allez, du au-dessus. coup, au-dessus de Ratchet et Clank. Ouais, au-dessus quand même. Bon, en fait, je le mettrais juste en dessous d'Indiana Jones. En fait, tant qu'à faire, ouais. Du coup, Oui, on va rester parce que faut Ah. être quand même sérieux, pas juste être contradictoire. alors attention, une dernière question. Là, pour l'instant, il est en dessous d'Indiana Jones. Une dernière question. Est-ce que tu veux qu'il soit obligatoirement dans le top 3 ? Parce que Adrien et Presque Rocky, je dis, dernière. moi, il faut qu'il soit dans le top 3. Hein. Donc, Oui, c'est logique. Oui, moi aussi, Rocky 1, ça reste dans mon top 3 des films, voilà. je pense. Donc, est-ce que tu veux, Donc, en fait, forcément, si tu veux que Nathan et Victor ils soient dans le top 3, il faut qu'ils soient au-dessus d'Indiana Jones. Sinon, ils seront 4e. Quoi. Non, quand même. En fait, c'est l'équivalent, en fait, hein, clairement. C'est l'équivalent vidéoludique de Harrison Ford. Oui, et, après, je pense que c'est inspiré. Quoi. On n'a pas parlé, mais un peu, ouais. Indiana Jones, Il y a clairement, c'est la matrice de tous les aventuriers qu'il y a eu après. Quoi. Enfin, Oui, du coup, là, ouais, c'est comme si... Ouais, non, mais je pense que je le mettrais en 3e. Hein. Je pense que... Ouais, je pense que... Je le mettrais au-dessus d'Indiana Jones et Henry Jones Jr. Même, c'est bizarre de dire ça, mais... donc, tu mettrais au-dessus, tu as dit, ou en dessous ? Je n'attendrai que ça reste mon... Ça Donc, reste tu le mets mon au-dessus. Indiana Jones, on va dire. C'est ça que t'es... D'accord, ok. Oui, au-dessus, oui. Enfin, je dis en 3e parce que je pense Oui, que... Adrien et Rocky vont être au premier ou Rocky, 2e. Hein. Je pense qu'il n'y a pas trop... Je pense qu'il n'y a pas énormément Voilà, oui, de... non. Je pense aussi. Non, là, sur le coup aussi, je pense qu'on est d'accord. Adrien et Rocky. Alors, clairement, enfin, il n'y a pas de débat. Hein. C'est soit ils sont premiers, soit ils sont 2e. Ouais. Je sais pas, ouais, ça là c'est compliqué. Je sais pas comment les prendre. Alors, effectivement. En fait, ils ont une puissance, mais pas la même. C'est-à-dire que Riggs et Murtaugh, ils sont puissants, qu'ils sont à 2, mais ils peuvent être autonomes. Et du coup, leur grosse puissance, c'est quand ils sont à 2. Enfin, ça les rend juste surpuissants, en fait, on va dire. Alors que Adrien et Rocky sont... C'est ça qui rend beau leur truc, en fait, c'est que du coup, ils arrivent... Autant Riggs et Murtaugh, en fait, ils arrivent à se surpasser et à surpasser leurs problèmes aussi entre eux, parce qu'ils n'ont pas forcément la même vision pour devenir très puissants quand ils sont en duo et se faire évoluer mutuellement. Autant Adrien et Rocky, ce qui est beau, en fait, c'est que c'est leur... c'est le fait que qui ils sont va créer quelque chose parce qu'ils sont en couple, quoi, parce qu'ils sont 2. Je sais pas, j'ai du mal à exprimer, mais... Non, mais je pense que je le mettrais en premier, en fait. Hein, parce que... Enfin, Adrien et Rocky, mon perso... Adrienne, c'est bon. Et Rocky, je les mettrais, je pense. Je pense que leur relation est plus belle, en fait. Parce que Riggs et Murtaugh, c'est bien, mais c'est moins profond. Enfin, c'est moins... Il y a quand même ce côté... Enfin, c'est bien, mais je sais pas, je trouve ça quand même plus beau. Si on Adrien et part, Rocky. je dirais que si on part sur les films, et je ne veux pas avoir à les comparer parce que c'est vraiment des sagas que j'adore, les deux, mais je dirais quand même c'est dur. que je préfère la saga Rocky et la saga L'Arme Fatale. En tout cas, je pense qu'elle m'a plus impacté, la saga Rocky, que voilà, même si... Plutôt que... les deux m'ont beaucoup impacté, quoi. Mais je pense que Rocky m'a bien plus impacté à titre personnel, enfin sur des manières de vivre et de faire des choses et de voir la vie, plus que Riggs et Murtaugh, quoi.
même si je peux citer des trucs de Rick et Murtaugh et dans des conversations que personne ne comprend. Mais où ça me fait rire tout seul, où ça te fait rire toi quand on est tous les deux, parce que tu comprends la référence. Mais oui, voilà, après. ouais, donc, Ouais, pour ceux qui ont vu L'Arme Fatale et qui aiment forcément, voilà. Ou qui n'a pas C'est essayé ça, de voilà. se remettre l'épaule. mais je peux pas, en tu vois, tapant. même à chaque fois qu'on compte à 3 là, pour le début de ce podcast et pour faire le clap pour le machin, tu te dis est-ce qu'on va est-ce qu'on dit 1, 2 et 3 ou Oui. 1, 2, 3 et on y va. Enfin, Oui, clairement, ouais. Ouais. Oui, c'est sûr. Mais, Ah, moi, je pense qu'on est mais bien, après, là. mais Adrien et Rocky, c'est. Leur histoire, elle est vraiment. On est bien avec Adrien et Rocky en premier. En plus, elle est un peu d'un autre temps en plus maintenant. Je trouve. Il y a ce côté, enfin, le premier Rocky, il y a vraiment ce fonctionnement des choses qui est vraiment. Enfin, c'est un peu intemporel, mais en même temps, ça te renvoie Oui, dans un oui. espace-temps vraiment différent. Donc je trouve que. Enfin, ouais, je pense. Oui, moi, perso, je Adrien et préférais. Rocky en Je pense, premier. mettre Adrien et Donc, Rocky du en coup, pour premier. faire la liste, maintenant qu'on a fini, donc on a mis Adrien et Rocky en premier, Rick et Murtaugh, Nathan Drake et Victor Sullivan, Indiana Jones et Henry Jones, Iko et Yorda, Ratchet et Clank, Léon Scott Kennedy et Ashley Graham, Joel Miller et Ellie, R2D2 et C3PO, et Jay et Silent Bob. Ouais, c'est un bon classement, surprenant personnellement, parce que je pensais pas que Nathan Drake et Victor Sullivan allaient arriver en haut, dans le troisième. Ouais, non, c'est pas mal. Non, il y a des bonnes choses. Non, c'était bien, c'était un beau débat. Donc, on peut passer aux recommandations et à l'annonce du sujet suivant. Give me 5. Alors du coup, le sujet suivant, qui normalement, si on est bon dans les timings ou si rien n'a trop bougé, devrait avoir lieu donc le 17 février, et ça sera sur les chevaliers. Voilà. Alors, trouver des chevaliers. Alors, est-ce qu'on est d'accord qu'on part, on n'en a pas encore trop discuté, on a dit les chevaliers, mais les chevaliers, on est sur des gars en armure, quoi. Ils sont pas tout le temps en armure, mais... Oui, voilà. Qui ont en armure et qui ont un peu prêté serment, enfin qui suivent Voilà, dans le Moyen-Âge. Aussi. Ou dans un truc de... Dans le Ou pas. Moyen-Âge. Voilà. Ah, je sais pas, tiens, ou c'est que des chevaliers. C'est juste des gens qui ont le rang de chevalier dans l'univers où ils existent. Non, ils ont un Oui, rang voilà. de chevalier. Et c'est pas forcément le Moyen-Âge, ça peut être dans le futur, dans le passé, sur d'autres planètes où il y a des chevaliers. Oui, voilà, oui, ça peut être. Voilà. Ils ont le rang de chevalier. Ok, c'est pas forcément... Non. Voilà, ils ont le rang de chevalier, donc pas forcément... Non, moins tant qu'on se surprenne un peu, pas juste qu'on fasse juste des gars en armure au XIIe siècle, et puis. Ouais. C'est Parce que ça. sinon, ça va être comme et du coup, les duos de bons flics, méchants flics, ça va être vite redondant. Oui, c'est ça. Oui, voilà, parce que... Oui, c'est ça, parce que moi, après avoir fait les gars qui font la quête du Graal, bon... Oui. J'ai tourné en rond. J'ai un peu peur de tourner en rond sur les chevaliers. Enfin, les chevaliers sur lesquels, là, comme ça, de tête, je pourrais avoir des choses à dire. Après, il y en a plein des films de chevaliers, et il y en a des centaines, hein, mais trucs où moi, j'ai un peu des trucs à dire, où j'aurais voulu vous présenter soit le gars, soit le film qu'il y a derrière. Sinon, ils vont tous courir après le Graal. Et encore, on s'en sort bien, j'ai pas le droit de parler de Kaamelott. Donc, pour l'instant, le film... C'est vrai, oui, ce que j'allais dire. Ouais, mais la série, ça compte un peu. Mais... Quoique, Ok, d'accord. peut-être, si, quoique, ça dépend. Peut-être que je tricherai et je dirai des trucs de Kaamelott, parce que... Voilà, mais je vous annonce déjà ça, mais vous aurez oublié d'ici là, parce que c'est dans 2 semaines. Oui. Ok, Voilà. d'accord, bon. Qu'est-ce que tu nous recommandes pour cette émission? Alors, pour cette émission, je vais vous recommander un comics. Ça va changer un peu. Un gros volume que j'ai reçu à Noël. Je ne sais pas qui a pu m'offrir ça à Noël. Voilà, on ne sait pas. Hein, voilà. Le Père Noël. Et du coup, donc c'est le tome 1 de Spider-Man, et écrit par David Michelini et Todd McFarlane au dessin. Voilà, donc c'est un gros volume, c'est un gros pavé, je sais pas
combien de pages, mais il y en a beaucoup. On est sur les 300 pages, des choses comme ça. Donc, ça reprend de 88 à 90 les histoires de Amazing Spider-Man, donc, voilà, avec des épisodes qui sont devenus classiques. Et pour le coup, j'aime beaucoup le dessin de McFarlane sur Spider-Man, qu'est-ce qu'il a fait du dessin, etc. Et en fait, ce tome-là, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai un peu feuilleté et ça reprend des histoires, une des premières histoires en fait que j'ai eues en comics. La première fois que j'ai acheté un comics, c'était un comics de Spider-Man, et c'est un Spider-Man de Michelini et McFarlane. Donc la première fois que je suis rentré dans l'univers des comics, c'est par ces histoires-là, en tout cas quand je me rappelle, c'est par ces histoires-là. Donc je suis assez impatient de prendre le temps de lire ce volume-là, et donc je vous conseille parce que McFarlane au dessin il est vraiment top, et les histoires sont assez cool. Voilà. Donc voilà, je vous conseille ce tome-là, donc de Marvel, donc c'est un Marvel Icons. Voilà, et donc c'est édité chez Panini Comics. Je sais pas trop ce que je peux vous dire ça, à part si je vous lis l'ISBN du truc pour que vous le retrouviez, mais c'est pas très passionnant. Voilà. À toi, qu'est-ce que tu nous recommandes ? Du coup, moi, je vais vous recommander un jeu qui s'appelle Serial Cleaner, qui est sorti alors sur, je crois, plusieurs supports, mais moi, je l'ai pris sur Switch. Donc en fait, dans l'idée, on incarne donc un serial cleaner. Je me rappelle plus son nom, ce que j'ai. En fait, j'avais écrit des trucs, mais j'ai perdu le fichier. Donc voilà. Donc dans l'idée, en fait, c'est dans les années 70 et on joue un gars en fait qui vit avec sa mère, mais en fait, il fait pour vivre, en fait, il nettoie des scènes de crime, on va dire, où il y a eu genre des règlements de compte entre mafieux ou ce genre de choses, vu qu'il y en avait beaucoup dans les années 70. Du coup, en fait, lui, il est appelé par des clients, et en fait, on doit nettoyer. En fait, c'est un jeu un peu d'infiltration. En fait, où on a une scène, on a un tableau, et en fait, on doit récupérer les cadavres au sol pour les mettre, faire des allers-retours pour les mettre dans sa voiture, ou soit les foutre dans des endroits pour faire disparaître les corps. Après, on doit récupérer les preuves, nettoyer le sang, ce genre de choses. En fait, voilà, on a des trucs à faire. Et après, sans évidemment se faire repérer par certaines caméras de sécurité ou par la police, en fait. Voilà. Et donc, c'est un jeu qui est pas très très long. Je me rappelle plus combien de temps j'ai mis, mais c'est pas mal parce que du coup, c'est quand même pas mal basé sur la réflexion, parce qu'on peut pas tuer les policiers, en fait, parce qu'on est juste un gars qui nettoie les trucs. Donc en fait, on doit vraiment faire attention au trajet des gars, on doit pas faire attention au bruit. C'est quand même pas mal basé sur la réflexion et un peu la patience, et l'histoire tient plus ou moins en haleine, même si parfois c'est un peu... Enfin, quand tu fais attention, tu peux deviner plus ou moins la fin, mais après c'est quand même un jeu qui est quand même cool, quoi. Voilà. Moi, il m'a bien tenu en haleine. Donc voilà, pour cette recommandation. Si vous ne savez pas à quoi jouer, Serial Cleaner, ça peut être pas mal. Si vous aimez les jeux un peu d'infiltration, réflexion, action, on va dire, dans l'idée. D'accord, donc, voilà. Ça m'a donné envie. Ben voilà. C'est un peu le but. Oui, voilà. Ok, je pense que l'épisode est fini. Alors là, je regarde en même temps. Voilà, il ferait temps parce que là, alors l'épisode sera sûrement moins long que ça, mais on est sur 1h55 quasi bientôt 1h55 d'enregistrement. Je pense que ce sera moins long. L'épisode le plus long. Ouais, ce sera sûrement l'épisode le plus long jusqu'à ce jour. Et encore, j'ai l'impression qu'on aurait pu débattre des duos encore longtemps. Merci de nous avoir écoutés, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu. Voilà, on est sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à partager, à venir parler avec nous poser des questions. Oui, voilà, si vous avez soit des recommandations de sujets, ou si vous voyez vous entendez du coup des trucs qu'on pourrait améliorer ou quoi, on est là. Mais prenez.
Écoutez, merci et je vous dis à bientôt. À bientôt. Nathan Drake et Victor Sullivan, je Je fais n'importe quoi sur les copier-coller en attendant. Oui, je vois. Je n'arrive pas à m'en sortir. Vas-y. En fait, alors vous voyez pas. On est en train de vous parler, vous voyez pas, mais en fait, je suis sur le fichier commun qu'on a. Et j'essaie de faire des copier-coller pour le mettre dans l'ordre, mais je m'en sors pas du tout. Et du coup, ça ressemble plus à rien du tout. C'est ridicule. Voilà. Mais c'est pas très radiophonique de vous expliquer ça.